Nvidia sont dans une course effrénée à la R&D et peuvent se faire disrupter. Et de ce point de vue-là, poser un DCF aussi ambitieux que le laisse présager la capitalisation, avec autant d'incertitudes, je trouve ça audacieux, mais certaines personnes se sont beaucoup enrichies avec audace. Mais bon, je je n'aime pas faire partie de ce genre de statistiques. Bagger.fr. Bonjour Mathieu, bonjour Rémi, comment ça va? Et Parfaitement bonjour, bien. bonjour Rémi. Voilà, aujourd'hui, comme de temps en temps, on sera 3. Ça a été le cas il y a un mois, je crois, Hugo, avec ton ami Paycheck pour une émission luxe. Tout à Et fait. aujourd'hui, nous avons Rémi de Truchy de Varennes, mais que tout le monde connaît sûrement par la chaîne Parlons Long Terme. Sachant que Rémi est aujourd'hui également à la tête d'un family office, et puis tu es aussi pas mal connu par rapport à tes ouvrages. Si je me souviens bien, moi j'avais eu de ta part le premier bouquin Enseigner l'argent à vos enfants, et je crois que depuis tu as au moins écrit le livre sur surperformer la bourse avec les small caps. Et puis voilà, c'est ce que je me souviens de nos échanges dans le passé. Est-ce que Rémi, tu as besoin de compléter cette présentation? Ouais, ben, dernièrement, en effet, j'ai sorti Surperformer en bourse avec les small caps édités chez Maxima. Et puis j'ai également édité quelques logiciels, notamment Value Investing Trainer sur le sujet de la bourse qui est peut-être Évidemment. connu de certains de vos auditeurs. Et on dirige en effet, on a créé en effet un multifamily office nommé PLT Family Office où on a une approche qui est plus 360, bien que de mon côté, 100% de mon patrimoine est placé en bourse sur des small caps, qui sera une partie du sujet de nos échanges aujourd'hui. Tout à fait. Et tu avais aussi, il me semble, lancé un logiciel dans le secteur de l'immobilier. Alors Euh, ouais, c'est un bon point. En embrassant tout ce que j'ai pu apprendre en lisant des rapports annuels, je m'en suis inspiré également en tant qu'entrepreneur et on a multiplié les joint ventures via une société que l'on a en Lettonie, d'où je vous appelle aujourd'hui, qui s'appelle Coding Capital, qui est une société que l'on développe du coup en faisant des joint ventures avec des entreprises qui maîtrisent euh, la distribution dans un secteur dédié. Donc des joint ventures, c'est la création d'une co-entreprise. Donc une entreprise a en règle générale, par exemple, un carnet client, un deal flow, et une autre entreprise a un savoir-faire. Et ces deux entreprises vont s'associer pour créer une troisième entreprise et créer de la valeur ajoutée, à la fois pour elles-mêmes et pour les clients qui en profiteront. Et on a, de ce point de vue-là, créé plusieurs logiciels dans le monde de la gestion de patrimoine dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine, mais également à des grands comptes comme aujourd'hui, non, j'ai pas le droit de les citer, mais bref, comme des grandes banques françaises que certains connaissent. Et on a également édité deux logiciels en immobilier, dont un qui commence aujourd'hui à être assez connu, qui s'appelle ImoScan, et qui est ok. un agrégateur d'annonces et qui fonctionne à la manière d'un stock screener finalement, où l'idée c'est d'aller chercher des anomalies de marché sur le marché immobilier français. D'accord, donc j'imagine en agrégeant les annonces qu'on peut trouver sur les différents sites comme Le Bon Coin, etc. Tout à fait, tout à fait. On fonctionne comme un agrégateur avec une partie d'analyse ensuite de l'annonce immobilière en recroisant un ensemble de données et en donnant également accès à du financement via la plateforme parce que c'est quelque chose que l'on sait faire au D'accord. sein du Family Office et que s'il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est brancher des fils entre. Eh ben, super. Super. En tout cas, on mettra sûrement tous les liens en description, tes ouvrages, ta chaîne YouTube aussi, Parlons Long Terme, pour ceux qui veulent te retrouver. Et du coup, bah, si on parle un peu plus de bourse spécifiquement, qui est le thème du podcast, toi, quel est ton parcours niveau bourse? Comment t'en es arrivé à t'intéresser à la bourse? Parce que, et j'imagine aussi que t'as pas forcément débuté par les small caps. Donc, comment t'en es arrivé à ce parcours? Alors, je suis assez tôt, comme vous deux, hein, tombé sur le sujet quand même du value, de par une recommandation familiale. J'ai quand même Ok, dans la famille qui bosse en finance un oncle qui était conseiller en gestion de fortune pour milliardaires à Singapour, un autre qui avait développé des algos pour la Banque de France et feu le Crédit Suisse. Et assez tôt, on m'a quand même dit globalement, je me souviens d'une remarque que m'avait fait un de mes oncles, je devais être ado, il avait retapé un
un domaine familial dont il avait hérité. Je lui ai dit: «C'est bien, enfin, globalement, tu as fait une bonne affaire, tu as apporté beaucoup de valeur». Il m'a dit: «Pas du tout, j'aurais mis ça, sur des actions, ça aurait pris bien plus de valeur». Et le jour où je me suis un petit peu intéressé à ce sujet-là pendant mon parcours d'ingénieur, ils m'ont dit globalement: «Intéresse-toi au value investing, c'est la seule stratégie qui fonctionne depuis 80 ans et qui fonctionnera encore dans 80 ans». Ceci étant dit, je suis ingénieur de formation, c'est du coup le parcours que j'ai choisi de faire à la base parce que bon, d'une part, j'étais plutôt bon à l'école et je rêvais d'avoir un métier, où j'étais créatif et où je gagnais bien ma vie. En arrivant en école d'ingénieur, je me suis rendu compte que ça allait pas forcément être le cas, qu'on n'allait pas forcément, enfin que j'allais pas forcément J'ai être eu la amené à être même très créatif. impression, hein. Ouais, si tu veux, en fait, tu te rends assez vite compte avec des illusions que quand même aujourd'hui beaucoup d'ingénieurs sont plutôt dans des métiers d'amélioration continue, plutôt que dans des métiers où tu es créatif et un ingénieur aujourd'hui, heu, entre guillemets «classique», voilà et dans des secteurs classiques, ne gagnent pas si bien leur vie que ça. Et donc je me suis intéressé aux alternatives qui existaient. Je rêvais déjà d'entrepreneuriat à ce moment-là, mais statistiquement, ça me semblait assez peu probable. Mais une des alternatives pour finalement tirer le meilleur de ce parcours-là, c'était de partir, bosser en Suisse, où finalement un ingénieur gagne bien mieux sa vie qu'en France et placer un maximum d'argent. Et finalement, pendant mon parcours d'ingénieur, je vais vraiment me passionner des marchés financiers dans la perspective de partir bosser en Suisse, de placer 2 000 € par mois globalement, à 10% par an pendant 10-15 ans et aller chercher un FIRE, un Financially Independent Retire Early, sur un horizon de 10-15 ans en plaçant bien mes sous en fait. Et c'est vraiment la voie que je vais suivre. Donc, pendant mon parcours d'ingénieur, je vais me passionner de ce sujet, notamment du value investing. Je vais développer mes propres screeners pour aller chercher des boîtes correspondant à ces critères. Et je vais faire mes stages de fin d'études dans des entreprises suisses qui me payent bien, dont Philippe Maurice International, qui était la seule boîte en Suisse où tu pouvais avoir un stage qui te rémunérait 4 000 € par mois. 4 000 francs suisses par mois. Mm. Et à ce moment-là, on était déjà pas loin de la parité. Oui, Mathieu, tu vois. Eh bien, pour la petite anecdote, on avait discuté il y a très longtemps avec Rémi, Ouais. parce que moi j'étais venu sur YouTube inspiré par sa chaîne Parlons Long Terme. Il s'avère qu'on avait un background en parcours d'ingénierie, je parle au niveau des études similaires, hein, sur des Tout à fait. prépas à dominante physique et technologie. Et que Rémi a fait son FIRE en Suisse et moi je l'ai fait sur plateforme pétrolière en Angola. Donc il y avait, voilà, j'ai toujours retenu en mémoire qu'on avait eu un peu la même impulsion avec Rémi, les mêmes raisonnements, et on est sur focus fondamental. Tu es passé un petit peu vite là-dessus, Rémi, mais en fait, nous, on aime bien revenir sur ce genre de concept. C'est que bourse ou pas, bah, tu as fait les constats dans ta vie personnelle, ceux que tu fais en bourse, que les cash flows du métier d'ingénieur étaient pas bons. Voilà, parce que entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, c'est vraiment compliqué de dégager de l'épargne. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. La richesse reste un ratio entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Et d'ailleurs, quand tu te mets à mieux gagner ta vie, il est important de se le rappeler aussi. Mais en tout cas, Mais à la fin de ce parcours, du coup, j'arrive chez Philippe Maurice International. À ce moment-là, donc je me mets déjà à placer mon argent sur la stratégie que j'avais établie soigneusement pendant les années qui précédaient cet événement-là. J'ai de plus en plus de collègues qui posent des questions sur le sujet. Je leur montre mon portefeuille, mais ils me posent des questions sur le sujet. Je vois qu'ils comprennent pas grand-chose et ça me frustre. Et je me rends compte que je ne sais pas non plus transmettre ma connaissance à ce sujet parce que je ne la maîtrise pas encore assez bien. Et je vais me mettre tout simplement à résumer des livres sur YouTube inspiré d'une chaîne qui s'appelle Swedish Investor, parce qu'il n'y avait pas d'équivalent sur le marché français, que c'était quelque chose que j'adorais consommer finalement sur le marché anglais. Et c'est comme ça que Parlons Long Terme va naître. Et mon rêve, c'est que les algorithmes qui m'ont permis de constituer mon portefeuille deviennent demain un logiciel accessible à tous. Et vis-à-vis de ça, 3 solutions s'offrent à moi. Soit je fais ça parallèlement à un travail chez Philippe Maurice International, soit je pars finalement à Station F, entouré de petits bourgeois subventionnés, en me faisant diluer, en espérant que mon logiciel fonctionne un jour. Soit je fais un choix qui paraissait un petit peu plus contre-intuitif, mais qui me paraissait être finalement le moins risqué, qui était de partir dans un hub qui regroupait des entrepreneurs du net qui savaient vivre de leur savoir-faire sans subvention, qui était à cette époque-là, globalement, il y avait Malte, Estonie, Lisbonne. Et l'Estonie attirait vraiment de plus en plus de monde. Et donc, j'ai fait le choix de partir en Estonie, d'ouvrir un petit cabinet de gestion de patrimoine indépendant où je vais vendre beaucoup mon temps, en fait, sur la première année, des séances de consulting où je partage finalement mon savoir-faire en bourse, qui va me permettre aussi d'apprendre à transmettre.
pour créer aussi une petite formation qui va me permettre, le tout, de financer un logiciel qui verra le jour, qui est Value Investing Screener. Et ce logiciel a vu le jour il y a 3 ans. Ça a très, très bien marché. On parle de plus de 100 000 € de chiffre d'affaires dès le premier mois. Et en fait, il y a eu ensuite un espèce de boule de neige, à la fois de réussite et d'échecs, hein, de contraintes réglementaires, etc., qui nous ont amenés à construire le groupe tel qu'on l'a construit aujourd'hui. Eh bien, grand merci Rémi d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment content de t'avoir. Et pour la thématique du podcast aujourd'hui, en fait, on va essayer de faire euh, une espèce de comparatif dans les approches qu'on peut tous avoir vis-à-vis de la sélection d'actions et d'investissements entre ces grandes catégories qu'on appelle les small cap, les mid cap, les large cap. Et je pense qu'on va faire les deux opposés, hein, le large cap et small cap. Donc large cap, évidemment, il faudrait qu'on en donne une définition, mais tout le monde comprend qu'il s'agit du top des entreprises mondiales par rapport à leur capitalisation boursière, qui s'entend par tout simplement le chiffre qui résulte du nombre d'actions multiplié par le prix de l'action, et qui donne en gros le prix qu'il faudrait payer pour racheter l'entreprise alors pas dans sa globalité parce qu'il faudrait encore rembourser les dettes derrière, et là on parle d'entreprise value, mais ça permettrait de racheter l'entreprise pour sa partie equity. C'est comme ça qu'on définit un petit peu les capitalisations de marché. Évidemment, Rémi, quelle est pour toi la définition des small cap, mid cap et large cap en termes de paliers? T'en as une très précise ou tu restes flou là-dessus? Alors, souvent, ça va dépendre un petit peu du marché. Enfin, généralement, on dissocie le marché US du marché, des autres marchés. Sur les autres marchés, on parle de small cap de 100 millions à 1 milliard. Sur le marché US, généralement, on démarre de 200 millions à 2 milliards. Ensuite, mid cap, on est plutôt du cap du coup de 1 milliard à 2 milliards jusqu'à du coup 10 à 20. Et tout ce qui est au-dessus des 20 milliards, on considère que c'est du large cap. Dans les, Tout à fait. comment dire, notamment Ouais, c'est ça dans les formats de gestion le indicielle. seuil ouais, le seuil en général, c'est ouais, en dessous de 100 millions, on va dire que c'est du micro cap vraiment Micro tout cap. petit, et en dessous d'1 milliard, c'est généralement du small cap. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que comme à peu près tout dans le monde des statistiques, tu as une long tail des actions small cap qui est assez impressionnante. C'est-à-dire que la loi de Pareto se manifeste encore une fois dans ce milieu-là. C'est-à-dire que tu as à peu près sur toutes les entreprises cotées 20% de large cap et 80% de small cap, si on fait les choses grossièrement. Donc, je me rappelle, j'avais fait une analyse rapidement là-dessus sur les quelque chose comme 50 000 actions cotées, et tu te retrouvais avec entre 34 et 39 000, j'ai plus le chiffre en tête exactement, de small cap. Donc ça fait un large panel à couvrir. Hugo, je te coupe 2 secondes. Ouais. J'ai l'impression que ta voix est un peu lointaine. Tu es sûr d'avoir Ah ouais? sélectionné le Attends. bon micro dans la source ou Normalement, j'ai sélectionné ou le bon micro, je l'ai vérifie, mais sinon on rapproché. continue en l'état. Ah non, j'ai pas le bon Alors micro. Non, tu fais bien de me le dire. voilà. Je Eh gère ben ça. voilà, écoute, je te l'avais mis dans le chat pour pas perturber les gens qui nous écoutent, mais bon, on fait l'intervention en live pour la qualité. Alors, évidemment, au niveau des large caps, impossible de passer en ce moment à côté de la plus grosse d'entre elles, qui s'appelle Nvidia, qui est ce fameux fabricant de puces. Alors, c'est pas uniquement ça, hein, mais Nvidia va fabriquer ces fameuses puces qui sont utilisées pour faire tous les calculs nécessaires à l'intelligence artificielle, mais ils ont également un écosystème de logiciels. Je ne sais pas si tu es très familier de cette entreprise, Rémi, tu nous en touches un mot si tu la connais mieux que moi. Mais il y a cette idée de vendeur de hardware et d'écosystème de logiciels qui est derrière la domination d'NVIDIA en ce moment sur la planète. L'entreprise est devenue complètement délirante en termes de taille. Elle a passé les 4 000 milliards de market cap, justement. Elle est pas loin C'est des des montants 5 000 qui... milliards d'ailleurs. 5 000 milliards, ben voilà, excuse-moi, le son est de bien meilleure qualité, Hugo. Effectivement, avec le bon micro. Désolé du coup pour le début du podcast pour tout le monde. Donc du coup, il y a quand même des questions qui se posent parce que cette entreprise, à la taille qu'elle a, et en fait dans ses chiffres, ses ratios financiers, ses critères de valorisation,
Je suis persuadé que si on va la voir sur Value Investing Screener de Rémi, sur tout autre logiciel comme le Note, Bagger ou bien d'autres, c'est une entreprise qui est systématiquement notée comme étant excellente. Tous les ratios sont au sommet. Maintenant, à cette taille-là, quand on fait du 5 000 milliards, si moi je fais une simple règle de 3, j'imagine qu'il faudrait qu'elle crache à un moment donné au moins 500 millions de bénéfices, ne serait-ce que pour faire 10% de renta sur son... J'ai dit une bêtise, 5 000 milliards, 500 milliards, si on fait du 10% de bénéfices. Et elle ne les crache pas du tout. Donc, On est aujourd'hui malheureusement, à si on en est là, c'est parce 72 que... milliards de bénéfices. C'est ça. Exactement. Donc, si on n'est pas du tout à un ratio de 10% de bénéfices existants au regard de sa capitalisation, mais par contre, ce qui déménage, c'est évidemment sa croissance. Voilà, donc Nvidia a présenté ses résultats, et comme ça a été le cas chaque trimestre précédent, elle les a largement battus. Et aujourd'hui, la baston fait rage entre ceux qui commencent à dire que ça peut pas durer et ceux qui disent non, mais cette fois-ci c'est différent. Et je suis très impatient d'avoir ton avis, Rémi, sur dans quel camp tu te situes par rapport à cette histoire de méga cap IA. Moi, je me situe dans le camp des spectateurs. D'accord. En règle On générale, est bien mis au club. non, mais j'admire ce que l'entreprise fait, j'admire, et il faut le noter par rapport à d'autres. C'est quand même une entreprise qui a une dynamique en termes de croissance de ses bénéfices qui est juste monumentale, une croissance des bénéfices que l'on peut discuter de par leur écriture comptable au niveau des capex IA. Mais ceci étant dit, il y a quand même une croissance, en tout cas des revenus, qui est notable dans un contexte où toute industrie va profiter finalement de l'intelligence artificielle dans l'amélioration de son efficience, et ça peut être une entreprise qui, de ce point de vue-là, capte beaucoup de parts de marché. Ceci étant dit, c'est un secteur qui se développe extrêmement vite, sur lesquels il peut y avoir beaucoup d'innovations dans les 10 prochaines, et sur lesquels il y aura beaucoup d'innovations dans les 10 prochaines années, et des entreprises comme Nvidia sont dans une course effrénée à la R&D et peuvent se faire disrupter. Et de ce point de vue-là, poser un DCF aussi ambitieux que le laisse présager la capitalisation, avec autant d'incertitudes, je trouve ça audacieux, mais certaines personnes se sont beaucoup enrichies avec audace. Mais bon, je n'aime pas faire partie de ce genre de statistiques. Ceci étant dit, ce qui est sûr, c'est qu'on part dans un monde où globalement, on aura besoin de semi-conducteurs, on aura besoin d'énergie pour alimenter tout ça. On va embrasser cette vague de l'IA parce qu'elle est juste plus rentable que le travail humain, quoique on est encore sur du travail à la chaîne dans beaucoup d'usines en Indonésie, alors qu'on nous avait parlé des industries 4.0 depuis 20 ans. C'est encore un autre débat. Est-ce que le ratio finalement du temps humain sera moins rentable que l'énergie demain, si on se retrouve dans un shortage énergétique de par notre capacité à subvenir à tous ces besoins, je ne sais pas. Mais bon, vis-à-vis, en tout cas, de cette catégorie-là spécifiquement, je suis vraiment spectateur, comme dans tout secteur qui dépend énormément de la R&D, parce que par définition, si on dépense 30% de son résultat brut en R&D, notre motte est discutable. En revanche, ce secteur va nécessiter beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, 40% de l'énergie mondiale, c'est du charbon. Du charbon, je l'achète moins de 5 fois ses bénéfices. Donc, je continue à être bullish sur du charbon et j'ai une performance meilleure que le Bitcoin sur les 3 dernières années sur le charbon. C'est marrant, ça, c'est un peu la même théorie c'est un peu la même théorie que Monish Pabrai. J'imagine que tu connais cet investisseur, Rémi, qui lui aussi est extrêmement bullish sur le charbon. D'ailleurs, il a pas mal d'entreprises de charbon. Je crois que sa première position, c'est Warrior Met Coal. Bon, on peut pas vraiment qualifier ça de small cap pour le coup. C'est quand même des gros noms. Mais donc, ouais. Vas-y. Dans les noms de small cap comme ça dont je parlais sur la chaîne depuis 2021, il y avait notamment Kinetic Development Group qui était une petite small cap à 0,5 $ hongkongais, boîte en Mongolie, cotée à Hong Kong, incorporée au Caïman, un truc assez original qui donne pas envie comme ça, mais qu'on achetait avec un PER de 2 et qui versait 20% de dividendes. Et le cours a fait quasiment fois 3,5
en 3 ans et donc bon, elle perd de son attrait, mais ça a encore repris une belle vague de momentum dernièrement parce qu'ils se mettent à faire de la croissance externe, notamment en Afrique du Sud. Donc la boîte a également un bon processus d'allocation de capital et crée de la valeur ajoutée. Donc c'est chouette en répondant à un besoin qui est. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, il y a aussi un sujet de se dire oui, mais le charbon c'est mal, etc. Ça pollue. Ceci étant dit, dans un contexte où 40% de l'énergie mondiale est produite par le charbon, le fait de donner les moyens à des entreprises de ce type-là de baisser la teneur en soufre des combustibles qui seront de toute façon brûlés, de se réinventer, de mieux faire leur travail, c'est pas déconnant non plus. Et celui qui est inhumain, c'est celui qui ferme les yeux par rapport à ça au lieu de répondre à ce besoin. Écoute, je vais pas te juger, je viens de vendre mes actions dans le tabac. Donc j'étais certainement encore plus borderline que toi, mais le sujet que j'avais derrière la vente de mes actions British American Tobacco. Donc j'avais pas pris Philip Morris, que tu connais parfaitement bien, toi, Rémi. C'était le concurrent, hein, on va dire le numéro 2, pour résumer. Il était très décoté il y a 3 ans. J'étais rentré avec environ, je pense, 10% ou 8% brut de dividendes. Et le tabac avait cette transformation qu'on connaît actuellement, passer des produits combustibles aux produits non combustibles. Donc je pensais qu'il y aurait ce fameux rattrapage entre guillemets d'éthique. Il s'avère que tout ça est quand même très compliqué. La chute des ventes de tabac classique à tabac, donc la cigarette, c'est quand même catastrophique, en particulier aux États-Unis. Enfin, c'est vachement bien pour la santé publique, entendez-moi bien. Mais au niveau de l'investisseur, il y a un sujet de rotation, puisqu'on passe d'un produit qui perd du 10% par an de volume de vente, Consommateur. enfin, pondéré en plus par le prix. Voilà, et évidemment, on cherche à compenser cette décrue par le nouveau produit. Et je me suis retrouvé dans la situation un peu que tu viens de mentionner, où finalement le marché a revalorisé énormément ma ligne British American Tobacco, qui était partie d'une forte décote value, celle qu'on connaît tous. Tu te fais une idée de la valeur des cash flows futurs, tu en décomptes cette valeur dans le présent avec le taux que tu as décidé qui était approprié pour ta prise de risque. Et puis tu achètes avec cette fameuse marge de sécurité bien connue du chapitre 20 de Benjamin Graham. Et donc British American Tobacco, en 2-3 ans, se revalorise et donc récupère toute ma marge de sécurité en valeur. Et puis en fait, rentre dans la survalorisation, à mes yeux, au point où à la fin, la semaine dernière, jeudi dernier, je me retrouve à avoir cette action qui n'a plus aucune perspective, puisque d'elle-même, elle ne génère pas de croissance ou de retour sur capitaux folichon, etc. Et je me retrouve avec du 2-3%. Et là, je vends parce que je me dis, alors évidemment avec regret, puisque du coup derrière tu payes des impôts, mais c'est ça la question finale, c'est que quand tu trouves des bonnes actions, comme tu as mentionné Rémi, avec des très fortes décotes dont tu viens de parler, c'est quoi ta stratégie de sortie? Est-ce que tu restes long terme dans tous les cas, ou est-ce que tu as quand même une technique de vente autre que la mienne, qui a été simplement de constater que au taux de rendement de dividendes et aux perspectives que j'avais, valait mieux que je reparte limite en bon du trésor à 4%. Je pensais que j'étais mieux placé. C'était ça mon raisonnement. Je suis impatient de savoir lequel est le tien dans ces circonstances-là de vente. C'est un sujet, la revente est un sujet très complexe et c'est pour ça que malgré le fait que, comment dire? Je ne comprends pas ceux qui s'adonnent au trading, j'ai beaucoup de respect pour eux parce que vendre, c'est très dur. C'est vrai. Et et je dois t'avouer que je suis pas j'ai pas été non plus beaucoup confronté dans la situation qui est la mienne, à devoir vendre beaucoup d'actions, dans le sens où, l'équilibrage de mon portefeuille se fait par un afflux constant de nouveaux cash. Et donc lorsqu'une action D'accord. performe trop par rapport à la vue globale que j'ai de mon équilibre sectoriel et géographique, j'ai un afflux de cash qui me permet de le construire. Ceci étant dit, c'est un sujet que j'ai dû quand même, réfléchir à aborder pour des clients. Et j'ai vu également des clients avoir différentes approches, dont certaines que je n'aurais jamais pensé, livrer, mais que je vous partage parce que je les trouve intéressantes. Bon, la première approche qui est plutôt, une approche à la Charles Gave et que je trouve, intéressante, c'est d'avoir une vision globalement d'un équilibre global de ton portefeuille sur,
sur la proportion qu'il doit y avoir sectoriellement et géographiquement de boîtes dans l'énergie, dans ceci, dans cela. Surtout avec vraiment cette vision sectorielle et de rééquilibrer un petit peu annuellement des choses sur lesquelles il y aurait eu des asymétries, surtout si tu te retrouves à avoir une pondération supérieure à 20% sur un pôle dédié. Et donc un rééquilibrage peut être réfléchi. Ceci étant dit, le rééquilibrage amène à une hérésie qui est celle de couper une fleur pour arroser, c'est la grande phrase de Lynch, de couper une fleur pour arroser une graine. Donc, est-ce que c'est Tout intelligent? à fait. Je ne sais pas, mais actuellement, c'est un petit peu, ça reste quand même un petit peu la conclusion sur laquelle je suis. Ceci étant dit, j'ai un client brillant qui a fait le gros de sa plus-value également par lui-même, qui s'appelle Jean-Louis, que tu as croisé, Mathieu, me semble-t-il, peut-être sur un événement de Cédric, je ne sais plus. Il me semble, ouais. Et lui fait, lorsqu'il y a comme ça des asymétries de résultats, ce qu'il avait fait notamment sur Kinetic, c'est qu'il avait mis en place un stop loss glissant. C'est-à-dire que vraiment, la boîte s'est retrouvée à avoir un momentum aussi très important, ce qui peut arriver sur des small caps et sur lesquels il peut y avoir de belles asymétries, parce que si on se retrouve à avoir de l'institutionnel ou autre qui rentre en différé, on peut prendre vraiment des vagues. Et à ce moment-là, si finalement une entreprise se retrouve à dépasser d'une manière bien trop importante nos objectifs, le fait de se dire je mets un stop loss glissant sur 50% de ma position si elle a été par exemple doublée à 20% et on le fait monter, peut être une façon de capter à la fois une hausse sans voilà, d'une manière pas trop déconnante. Maintenant, ça reste un espèce de jeu d'arbitrage dans lequel la meilleure des solutions, c'est quand même de conserver sa position. Et actuellement, j'ai pas coupé ma position sur Kinetic lorsqu'elle a atteint les 1.8 et là, elle vient de recorriger à 1.6 et c'est pas grave. Je préfère être dans une position autant que faire se peut de buy and hold me concernant. Maintenant, dans les manières intelligentes que j'ai pu constater de gérer une asymétrie de résultats, je trouve que le stop loss glissant sur, par exemple, la moitié de sa perf si un titre a doublé, peut être une manière raisonnable et raisonnée d'aborder ce genre de situation. Oui, oui, ah ouais, j'allais dire, moi, les rééquilibrages de portefeuille, j'avais quand même beaucoup suivi ces histoires de portefeuille de Charles Gave, parce que ça faisait énormément de vues sur YouTube, donc je ne me privais pas de le commenter. Mais c'est vrai qu'il y a cette histoire historique d'équilibrage que je n'ai jamais compris au regard des principes de l'investissement qui sont ceux du value investing, quoi. Je ne C'est comprends vrai pas comment tu que peux couper la position gagnante pour financer la perdante. Après, je comprends, entre guillemets, le fait de jouer, parce qu'en fait, ce que te propose Charles Gave, hein, c'est ce que tu as mentionné, Rémi. En fait, Charles Gave te propose de te créer un ETF qui n'existe pas, qui est un ETF PEA France, d'entreprises exposées au monde entier par le fait qu'elles sont des multinationales et qui ont la particularité, ça c'est la marque de fabrique de Charles Gave, quoi, qui est de mentionner qu'il ne faut surtout pas que l'État soit au capital. Donc il y a cette approche-là qui en fait une sorte d'ETF, et c'est vrai que j'avais suivi sa mécanique de rééquilibrage sur 1 an environ. Et j'étais quand même étonné que c'était parmi les 10 qu'il avait proposés. Alors je sais pas si vous vous en rappelez de tête, il y avait du Pernod, il y avait du Accor, il y avait du Schneider, il y avait enfin il y avait des gros du classiques du CAC, LVMH, hein. du Air Liquide, ouais, il y avait pas mal Voilà. de trucs comme ça. Et je crois que sur la période où j'avais suivi, c'était la plus pourrie, d'un point de vue, choix individuel, celle que j'aurais jamais choisie, à savoir Accor, qui avait le mieux performé. Voilà, donc quand même, comme quoi des fois tu as des Mmh, surprises. Mais mais je ne suis pas capable de mettre ça en place parce qu'après tu as quand même un sujet de frais, qui rentre en jeu, et qui est parfois très sous-estimé parce que là tu te retrouves avec une friction quand même colossale dans ces étapes de rééquilibrage, où tu vends et où tu rachètes. Tu as la friction et de l'impôt sur les lignes en plus-value, et du frais de transaction, quoi. Je reste quand même dubitatif sur la performance long terme quand tu te fais un 1 ou 2% de frais, ce qui est peut-être plus trop le cas maintenant sur les brokers, qui impactent ta performance.
Tout à Hugo, je fait t'en prie. et tu as, d'ailleurs des indices, hein, qui s'appellent, les indices equal weighted, notamment tu as le S&P 500 equal weight qui existe et qui Mmh. pondère du coup, non pas par la capitalisation, mais qui pondère, équitablement donc toutes les 500 entreprises du S&P 500 et il se trouve que, cet indice sous-performe en fait, le S&P 500, classique, tout simplement puisque, la performance du S&P 500 est majoritairement tirée de par les Magnificent Seven et d'ailleurs si tu regardes donc, sur les, 5 dernières années, tu as une performance d'à peu près 186 pour le S&P 500 classique et 152 pour le equal weight. Alors il performe quand même bien, Ouais, il me mais c'est semble que pas si tu aussi prends en bien. compte sa performance, ça vaudrait le coup de checker sur TradingView, mais il me semble que si tu prends en compte sa performance depuis les années 2000, sachant que la performance du S&P D'accord. 500 des années 2000 à 2010 a été négative de 12%, depuis les années Ouais. 2000, on est sur une performance, on est sur un TRI de 11 pour le S&P Equal Weighted, alors qu'on est plutôt aux alentours des 10 sur du S&P classique. Donc OK, finalement, intéressant. et ce qui est marrant, c'est que du coup, ça rappelle le fait que dans une période, à vérifier, mais ça rappelle le fait que, c'est vérifié, que dans une période où finalement les indices sur une lost decades, où les indices finalement peinent à gagner de la performance, une approche équipondérée sectoriellement est bien plus robuste qu'une approche pondérée par capitalisation qui est extrêmement efficace euh, en phase d'expansion économique. Tout à fait, ouais, là, les chiffres que j'ai sous les yeux, c'est sur le site S&P Global directement, je peux remonter que sur 10 ans, donc 2016, on a 12,30, Oui. de CAGR pour le S&P 500 et 8,89 pour le equal weighted, mais peut-être qu'effectivement, Mais faudrait je vérifier suis si on intéressé prend, qu'on regarde sur cette période-là parce que vraiment, il me je semblait vais que essayer de c'était, retrouver j'avais ça. vu une belle petite anomalie sur cette période-là et je trouve qu'un indice comme le S&P mérite d'être vu en prenant en compte notamment parce qu'on a tendance à trop le regarder en se disant qu'on a un horizon long terme en ayant un horizon décennal, mais euh, avec une décennie d'expansion économique, tu tires pas beaucoup de bonnes conclusions, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Écoute Alors, Mathieu, quand, je te laisse continuer, j'essaye de trouver les chiffres, pendant ce Merci. je temps-là. t'en prie, on va passer au small cap parce que évidemment, si Rémi est là, on va non seulement parler de comment approcher le choix d'entreprise dans le pool small cap, avec les avantages et les inconvénients de tout ça, on va y venir. Et puis potentiellement, Rémi, je sais que tu partages par email pour ceux qui te suivent. Alors, je ne sais pas si c'est au travers de Vis ou d'autres moyens, mais ceux qui reçoivent tes mails Non, c'est pas ont une de temps en newsletter. temps une petite fiche avec. C'est une, C'est une fois par c'est mois, une c'est petite ma fiche où newsletter tu par long terme, c'est recommandes des indépendant. entreprises analysées. Ouais, c'est indépendant de Value Investing D'accord. Center, c'est ma newsletter perso sur laquelle j'offre du coup l'accès aussi au school qui est le groupe un petit peu de la communauté. Une fois par mois, on envoie un email une fois par D'accord. mois avec une boîte analysée un petit peu en détail. Ouais, Là, ce mois-ci, c'était une société dans les paris sportifs en Grèce c'est ça. qui dégageait C'est pas ça. mal de cash flow, un truc assez intéressant. Oui, et celle du mois d'avant aussi, je me rappelle plus, C'est une ce que tu avais boîte fait le de mois d'avant, tabac mais peu en importe, Suède, il me on en semble. fera une ou deux. Oui, c'est ça. On en fera une C'était ou une boîte deux de... si tu Ouais. veux quand on sera au small cap. Avant Mhm. de conclure, je voulais revenir sur la partie large cap et Nvidia. C'est vrai que quand tu regardes, je- tu as, tu as un petit peu mentionné la partie R&D disruption. Mhm. Moi, ce qui m'a interpellé le plus sur cette séquence IA qu'on connaît depuis 3 ans, hein, on va remonter à 2023, ça a vraiment décollé. Je suis un petit peu dubitatif sur l'histoire. Les gens oublient que le XXe siècle a connu des révolutions du même ordre, selon moi. Je veux dire, le tracteur et la chimie des engrais a déplacé 50% des salariés qui sont sortis des champs pour aller dans les bureaux du tertiaire. Donc une révolution de l'IA qui changerait les emplois de tout le monde, au final, aurait peut-être la même amplitude, mais on l'a déjà connu. L'avion a permis à l'homme de voler, la voiture a été la méga tendance du XXe siècle comme jamais. Mais la conclusion de tout ça, c'est que la plupart de ces marchés, donc au-delà des entreprises elles-mêmes, au-delà de leur perspective, les marchés eux-mêmes ont une caractéristique qui est de virer au marché de commodités ou de virer vers le marché plutôt oligopolistique ou de virer vers ce qu'on appelle les duopoles et les monopoles où le gagnant prend tout.
Et ça, pour moi, la question n'est absolument pas évidente en ce qui concerne le profil qu'aura le marché de l'IA, au-delà de la disruption, au-delà du gagnant. En fait, même si l'IA marche bien, et même si Nvidia continue d'être le leader de ce marché sur 50 ans, je me dis que potentiellement, si derrière tu as une guerre des prix sur les abonnements IA, je ne sais pas quel sera le modèle économique, mais peu importe. En fait, à la fin, tu as quand même tout un tas de marchés où tu n'as qu'un seul producteur à la base, comme on va dire les gros producteurs d'engrais chimiques dans l'agriculture. Mais le marché en lui-même est tellement compétitif, vire tellement à la commodité, que c'est plutôt la personne, le client final, qui s'y retrouve avec un effondrement des prix, et les business ne performent pas sur le long terme. Voilà, je voulais rajouter cette remarque, savoir si c'est quelque chose que tu prends en compte dans tes analyses d'entreprise, au-delà de leur secteur, voilà, la dynamique de marché dans lequel elles évoluent. Alors, bien sûr, mais surtout, selon moi, il y a une question qu'il est essentiel de se poser, c'est la notion de, disons, de l'inélasticité de la demande. C'est-à-dire, répondons-nous à une demande inélastique? Et c'est vrai que comment dire, le sujet d'NVIDIA aujourd'hui, bon, c'est évident que NVIDIA est le premier fournisseur de tous ces pôles de calcul, hein, et finalement la puissance de calcul va devenir une commodité de demain à part entière pour toutes les entreprises, mais ça me semble très dur à évaluer. Je trouve ça très compliqué de savoir si la demande est réellement inélastique sur Nvidia ou sur finalement un service qui peut demain être porté par d'autres entreprises. Par contre, la sécurité d'une centrale nucléaire, bon, qui est dans beaucoup de pays portée par des États, mais l'énergie de base, la nourriture, l'huile de palme, production d'œufs, ce que tu veux, c'est des choses qui sont extrêmement inélastiques, que je comprends très bien. Et si je peux l'acheter à un prix bas par rapport à la production de valeur ajoutée, je trouve ça bien plus rassurant que des choses complexes autour desquelles il y a beaucoup d'euphorie et de potentielle asymétrie de gains comme de pertes. Et à la fin de la journée, la qualité d'un investisseur se mesure bien plus à sa capacité à maîtriser son risque qu'à générer du rendement. Parce que si tu perds 50% de ton portefeuille demain, tu dois faire 100% pour rattraper ta mise. Et c'est quelque chose qu'on a trop tendance à oublier. De ce point de vue-là, la résilience et la surperformance se fondent aussi sur ta capacité à avoir construit quelque chose qui, quelles que soient finalement les bulles, les tendances, etc., reste robuste. Ceci étant dit, pour terminer sur le sujet de l'IA, je pense qu'une des choses qui est assez sous-estimée, c'est l'impact que ça peut avoir sur l'augmentation de la productivité globale de toutes les entreprises via la baisse de leur charge salariale, tout simplement. Ce qui est à espérer et qui donne de belles perspectives, je pense, au marché boursier, tout de même dans les années à venir, malgré leur niveau de valorisation. Donc, je ne suis pas de ceux qui construiraient un portefeuille composé à 50% de vente à découvert, loin de là. Ceci étant dit, je conserve voilà, un espèce d'équilibre avec des valeurs autant value et très robustes que des boîtes qui peuvent avoir un potentiel technologique, mais enfin et un potentiel, disons, de croissance, notamment dans les secteurs technologiques. Mais à ce moment-là, je vais les chercher dans des zones sur lesquelles j'ai de meilleurs prix d'entrée, comme la Pologne ou l'Asie, par exemple, pour ce qui est des valeurs dites de croissance. Ok, très clair. Juste avant de rembrayer sur ça, je fais la petite parenthèse sur les chiffres dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Effectivement, tu avais raison. Donc de 2003 à 2023, le S&P 500 Equal Weights a fait un rendement annualisé de 11,48%, versus 10,29% pour le S&P 500 classique. Et il a même surperformé le S&P 500 Growth, qui a fait lui 10,88%. Donc on vous mettra, c'est un PDF, c'est une étude qui est réalisée par S&P Global. On vous le mettra en description pour ceux qui veulent aller voir. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais au niveau des small caps, toi, ta cible d'entreprise, si on peut dire aujourd'hui, comment tu la définirais? Est-ce que vraiment tu te fixes, moi je vais pas au-delà de 1 milliard de capitalisation, ou est-ce que tu t'autorises voilà, tu parlais de la Pologne, de marchés un peu plus atypiques. Comment est-ce que tu trouves aujourd'hui tes idées d'investissement? Alors, vraiment, la démarche, elle est premièrement quantitative, puis après qualitative. Quantitative avec une approche de screening, en utilisant différents outils, d'ailleurs pas que le nôtre, parce que parfois on peut passer à côté de titres avec les filtres qui sont les nôtres, et c'est pour ça que j'encourage vraiment à l'usage de plusieurs outils, hein, quand il s'agit de screener et de faire varier les méthodes. Et nous, typiquement, le chiffre que l'on met sur l'estimation de notre marge de sécurité, différents
du chiffre que propose Gros Focus ou Simply Wall Street. Donc voilà, n'hésitez pas à tester plusieurs outils aussi. Et je connais pas les vôtres, mais j'aurais beaucoup de plaisir à l'essayer aussi à l'occasion. Je pense que vous avez fait du boulot de qualité. Donc, Il vient de sortir, donc c'est... voilà, hâte de le découvrir. Le nôtre, c'est évidemment bagger.fr et il aura besoin de vivre un peu pour être connu, mais ça viendra. Mais oui, j'en doute pas. En tout cas, donc une approche d'abord quantitative où je vais mettre en place un cadre de sélection où je vais m'intéresser au niveau de valorisation des entreprises. Alors avantage concurrentiel, donc en m'intéressant tout simplement à leur niveau de marge, au taux d'intérêt qu'ils peuvent payer par rapport à leurs résultats d'exploitation. Bref, des petits signaux faibles d'avantage concurrentiel, notamment lorsque tu as une marge d'exploitation élevée. Ça implique, en règle générale, le fait que d'une part, tu vends cher, mais également, ça évite les cas où, typiquement, Nvidia a une énorme marge brute, mais sa marge d'exploitation n'est pas si haute parce qu'il y a des dépenses en R&D bien trop importantes. Et sur une entreprise comme Monster, les dépenses en marketing sont trop importantes. Pourquoi ? Parce qu'il faut concurrencer Red Bull. Donc globalement, en fait, le fait de te pencher sur tes marges d'exploitation te permet d'aller chercher des boîtes qui, à la fois, vendent cher leurs produits, ont peu de R&D et ont peu de dépenses en marketing. Donc, d'un point de vue quantitatif, on va en règle générale s'intéresser à ça aussi. Et après, il y a la gestion globale de l'entreprise. Donc, globalement, peu de dette, de la liquidité, un bon return equity parce que le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes, de la croissance tout de même au niveau des ventes parce qu'il en faut si tu espères avoir de la performance, et un ensemble de ratios derrière que tu peux ajouter, bien que parfois à mettre trop de ratios, tu passes aussi à côté de belles pépites. Donc globalement, il faut rester dynamique par rapport au secteur aussi. Un return on asset de 10 n'a pas de sens dans un secteur bancaire, par exemple. Donc, il faut rester dynamique et cohérent par rapport aux secteurs qui sont les nôtres et avoir une approche d'abord quantitative. Nous, généralement, on se penche une journée sur un secteur, on essaie de trouver vraiment toutes les pépites et après, on les analyse qualitativement. Et vis-à-vis de ça, on se fixe pas de seuil. En fait, c'est juste que naturellement, c'est plutôt des small caps qui ressortent. Dans mon portefeuille, il y a 65% de small cap. Le reste, c'est des mid cap et des large cap. Mais c'est juste que c'est dans le secteur, enfin, c'est dans ce batch entre guillemets dans ce pool d'investissement qui a le plus d'anomalies de marché en fait. Parce qu'il y a moins d'investisseurs professionnels, parce qu'il y a des défauts de liquidité, parce que c'est moins couvert par des analystes. Donc, c'est juste là où il y a le plus d'opportunités. Je vais juste vers le lac où il y a le plus de poissons, sans me poser plus de... Et c'est un petit peu comme ça que le sujet des small cap est venu. C'est juste parce que fallait mettre un nom sur... quel était le point commun des meilleures boîtes qu'on trouvait. Elles étaient toujours sur des tailles de capitalisation qui étaient globalement raisonnables. Et aussi, dans les critères qu'on aime bien, on aime bien qu'il y ait beaucoup d'initiés. Au niveau de l'actionnariat de la boîte et pas forcément beaucoup d'institutionnels. En tout cas, la proportion d'initiés est quelque chose de très important pour nous. Et de la même manière, on retrouve beaucoup d'initiés sur des boîtes qui sont en règle générale inférieures à 1 milliard. Oui, moi, je comprends la logique, Hugo, après je te passe la parole. Est-ce que tu estimes qu'il y a du biais dans le fait de toujours partir par le screener ou tu as l'impression d'avoir trouvé des boîtes qui ont des chiffres, donc j'imagine quand même que tu vas regarder un petit peu l'historique de ces chiffres, tu vas pas t'en tenir à celui de l'année. Mais j'ai toujours l'impression que tu vas te retrouver avec un ancrage qui vient un peu biaiser la suite du raisonnement, dans le sens où tu te confortes par le screener et par les seuils que tu fixes dans, entre guillemets, le fait d'avoir garanti certaines marges, certains retours sur capitaux. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça te fait augmenter ton risque d'en fait avoir récupéré une anomalie qui est là que temporairement et qui ressort par le screener très par bonne question. conjoncture? C'est une très bonne question. Il faut vraiment se rappeler qu'un outil qui se penche sur les états financiers d'une entreprise ne regarde que le passé et que lorsqu'on investit, on investit pour l'avenir. Et la réponse clairement à ta question est non, et parce qu'on s'intéresse à l'avenir. Mais Oui, pour je le s'intéresser à sais. l'avenir, il faut lire les rapports annuels parce que typiquement, bien évidemment qu'en 2022, on avait plein de biotech qui avaient vendu des tests PCR qui avaient des chiffres monumentaux. Mais est-ce qu'elles avaient du mode pour autant? Non. Et c'est pour ça qu'il faut se pencher sur les rapports annuels et se poser la question de manière lucide de l'inélasticité de la demande et de la valeur ajoutée qu'apporte l'entreprise sous-jacente. Et c'est là où finalement cet œil, d'ingénieur, d'entrepreneur que l'on peut avoir
voir tous les trois. Cet œil de personnes qui s'intéressent finalement à la valeur économique sous-jacente à l'entreprise est important parce que c'est parce qu'il y a cette substance et ce business qu'on comprend qui produit de la valeur ajoutée sur du long terme qu'il y a à terme de la valeur ajoutée qui est créée et donc une plus-value. Parce qu'à court terme, le marché vote, à long terme, il évalue. Et ce qu'il évalue, c'est cette croissance continue de la valeur intrinsèque du cours. Tout à fait, c'est un peu le fameux sujet dont on avait parlé il y a quelques podcasts sur les 52 Weeks Law. Donc c'est le fameux critère qui regarde les entreprises complètement décotées par rapport à leur moyenne des 52 dernières semaines, et tu peux vite tomber dans le piège des value traps. Donc les entreprises qui sont décotées, qui ont l'air bien sur le papier, mais qui en fait sont décotées pour une très bonne raison. Et c'est parfois assez difficile de faire la différence entre une entreprise décotée à tort et une entreprise décotée à raison, qui serait donc du coup un value trap. Et je suis moi-même tombé sur des, je me suis planté comme tout le monde, hein, mais on s'est déjà bien cassé les dents sur un value trap. Et mine de rien, un critère que je n'apprécie pas, qui est intéressant pour éviter les value traps, c'est quand même une fois qu'on a trouvé une bonne boîte, notamment une small cap value qui correspond à tous nos critères, d'avoir un minimum de momentum avant d'y rentrer. Et le fait de faire ces décisions aussi en s'assurant que on rattrape pas un couteau qui tombe, mais d'être quand même sur une boîte où il commence à y avoir du mouvement d'entrée de professionnels et d'investisseurs, c'est souvent et également d'initiés. Les mouvements des initiés sont selon moi réellement à suivre. Vous avez notamment l'outil Insider Screener qui fait ça très bien. On a essayé de les racheter, ils ont pas voulu. Je recommande vraiment de l'utiliser. Et on a essayé d'intégrer ça sur Visp, mais on n'a pas autant de données qu'eux. Et c'est difficile à trouver. Ouais, c'est vraiment du scrapping sur chaque place de marché. C'est très dur à agréger. Ouais. Et de ce point de vue-là, c'est un petit peu la seule solution que j'ai pour éviter des cas de fraude comptable. Tu peux toujours penser à du Bainish M-Score, à du Altman Z-Score, etc. Mais fondamentalement, c'est intéressant pour se mettre des points, mais le cas que j'ai en tête, qui était le cas d'une boîte allemande, les Allemands sont bons pour faire des fraudes comptables, si on pense à Wirecard, mais c'était pas Wirecard, mais d'une boîte allemande qui finalement, sur le papier, dit avoir un business model qui est différent de son business model réel, et donc tu as une démarche en fait qui est de base frauduleuse dans la communication même de l'entreprise. C'était très dur à voir parce que les rapports annuels étaient très clairs et très bien ficelés. Et là-dessus, globalement, après avoir pris une énorme moins-value, t'approfondis, tu te rends compte qu'ils ont des filiales qui font de l'arnaque téléphonique. Bon, tu sors et le cours, entre-temps, a depuis d'ailleurs perdu plus de 80%. Quoi. Donc ouais, on peut se planter et il y a de toute façon plus de risques à aller sur des small caps et sur des boîtes qui sont moins couvertes d'analystes et dans lesquelles il peut y avoir ce genre de cas que des large caps. Et ça, c'est évident. Maintenant, le monde des small caps reste moins risqué que le monde du private equity. Et on a tout de même plus d'informations et dans beaucoup de cas, on achète quand même à un meilleur prix. Donc, de ce point de vue-là, si on est prêt à avoir aussi un peu de cases dans un portefeuille global, et c'est pour ça qu'on diversifie, il y a selon moi plus d'alpha à aller chercher. Après, ça reste aussi, quelque chose qui nécessite un petit peu plus d'effort que d'acheter un S&P 500 avec pondéré, qui a moins bien marché d'ailleurs depuis les 5 dernières années que du S&P 500 classique, donc il peut être plus pertinent actuellement qu'il n'était auparavant, encore plus. Et voilà. Tout à fait, mais d'ailleurs pour rebondir rapidement sur ce que tu as dit sur le private equity, moi pour le coup c'est quelque chose que je ne comprends pas. Dans le sens où, autant quand tu investis, toi en tant que particulier dans des boîtes non cotées, je sais pas moi, si tu prends des parts dans la boulangerie de quelqu'un dans ta famille, ou que tu rachètes la boîte de quelqu'un en tant qu'associé et que tu es vraiment impliqué directement dans le business, oui effectivement le private equity, dans ce cas-là c'est juste tu es un entrepreneur, quoi. Mais investir dans des fonds de private equity où, tu sais, en ce moment, c'est un peu à la mode, comme Trade Republic l'a rajouté, de pouvoir investir dans des boîtes non cotées. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce principe-là, dans le sens où tu as aucune donnée comptable qui est publiée. C'est extrêmement difficile, du coup, de pouvoir évaluer la boîte. Tu peux pas te dire, j'en sais rien, moi, Ikea, elle est non cotée. Tu peux pas dire Ikea, elle a un PE de 20, parce qu'en fait, tu sais pas grand-chose, tu pas de compte de résultat, tu pas de conférence. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, mais
Alors, je peux t'expliquer la petite partie que je connais et que je comprends, sachant qu'on en distribue un petit peu dans le cadre du family office, même si c'est pas notre principal corde à notre arc. Déjà, le monde du private equity est un monde assez large, où tu vas démarrer avec Ouais. des boîtes qu'on appelle seed pre-seeds, donc tu vas investir dans des boîtes qui naissent. Ensuite, tu vas avoir de la partie equity growth, donc tu vas avoir des fonds de private equity qui vont accompagner des entreprises en croissance en règle générale dans des premières opérations de croissance externe, etc., dans leur développement. Ensuite, au-dessus, tu as les fonds qu'on va appeler LBO. Et Mmh. en dessous de ça, tu as également des fonds spécialisés, notamment dans des rachats de boîtes à la barre, par exemple. Le monde du private equity est assez large, mais globalement, tu as beaucoup de gens qui disent ben, ça fait du 15% par an depuis X temps. Quand on dit du 15% par an, on parle souvent du premier. On parle souvent de la performance, ça dépend, mais on parle souvent de la performance du premier quartile des fonds private equity, qui sont en général des fonds equity growth et LBO. Et ce qui fonde la performance pour l'investisseur de ces actifs-là, c'est surtout le fait qu'il y a de la dette. C'est-à-dire que si on part du principe que n'importe quelle boîte, que les boîtes en moyenne dans le monde ont un rendement sur capital de, disons, 9%. Mmh. Les fonds private equity vont agir vont faire ce qu'on appelle du LBO. Ils vont créer un SPV qui va s'endetter pour racheter la boîte et qui va, avec les résultats de la boîte, rembourser la dette qu'ils ont levée, disons, parce que les investisseurs ont mis 50%, il y a eu de la dette, etc. Moyennant le coût des intérêts, moyennant un petit peu d'apport de valeur ajoutée à l'entreprise pour de la croissance et moyennant les frais, etc., tu te retrouves à avoir un TRI qui est doublé de par le levier de la dette en fait, que tu as ajouté. Mmh. Donc, lorsque c'est bien fait, ça te permet globalement d'avoir un placement avec levier qui te permet d'avoir ce TRI-là. La problématique, c'est que le fonds LBO en question va être structuré avec une structure de frais à la performance. Donc, s'il fait plus de 8, ce qui est après assuré par la dette, tout ce qu'il a au-dessus, il va prendre 50% de la performance. Le mec qui va te le vendre va prendre également un frais. Et les boîtes actuellement qui rendent ça accessible aux particuliers, sachant qu'en règle générale, c'est des fonds, un fonds type KKR, c'est accessible à partir de 20 millions. Les fonds de fonds qui te proposent ça, généralement, c'est à partir de 100 000. Et les solutions de fonds pour rendre ça accessible aux particuliers te rajoutent 2% de frais par rapport à ça. Donc globalement, tu te retrouves avec un produit qui a un sous-jacent en TRI, si c'est bien fait, de 18%, sur lesquels tu auras à nourrir à peu près tout le monde avant d'espérer récupérer un 12-13%. Donc, ça, c'est le monde du private equity. Il y a quelques contre-exemples à ça. Globalement, là où tu vas vraiment avoir plus de performance que la moyenne par rapport aux fonds de fonds classiques, c'est lorsque tu vas vers des fonds à thématique sur des boîtes qui ont un historique de très bonne maîtrise d'un secteur donné, sur lesquels tu as des initiés qui vont arriver. On a par exemple dernièrement distribué un fonds qui s'appelle SLAM, proposé par Trail Capital, qui ont déjà d'ailleurs, donc ils ont créé un fonds spécifique. Ils ont racheté une ligue MMA, ils ont fait venir Cyril Gann qui est en tant qu'actionnaire. Donc finalement, en fait, ils mixent des égéries pour capter. Enfin, ils vont aller sur des marchés qu'ils maîtrisent bien. Ils vont ramener des égéries en plus dessus pour profiter, créer de la synergie. Donc il y a vraiment une approche justement equity growth avec un petit peu moins de levier, mais où ils vont vraiment accompagner les entreprises dans leur croissance. Et à ce moment-là, je trouve que c'est un beau boulot de financier qui est fait. Et c'est chouette, mais c'est qu'une petite proportion. Ce genre de fonds, de toute façon, on arrive généralement, tu as une souscription qui est faite et là, la leur arrive à échéance. Et après, ça vit pendant 7 ans. Et toi, tu es rémunéré en fait à chaque exit des boîtes qui ont fait partie du portefeuille. Et il y a eu un attrait par rapport à ça parce que tu peux avoir de la symétrie de résultats. Trail Capital, en TRI net sur leur dernier fonds qui sont arrivés à échéance depuis la naissance de la boîte, il me semble que c'était en 2012, ils ont fait du 33% par an pour faire ça à leurs investisseurs. Mais il faut comprendre la mécanique. Donc, c'est des fonds que tu mets, sur lesquels tu vas avoir des appels de fonds, sur lesquels à chaque fois il va y avoir des frais. Et ensuite, on va te reverser les fonds petit à petit. Donc, tu n'es pas tout à fait sur un investissement qui est sujet à l'intérêt composé. C'est une mécanique qui est différente. C'est une mécanique sur laquelle il faut avoir des deals d'initiés pour faire des bonnes choses, parce que globalement, la moyenne des gens ne font que nourrir tous les financiers en private equity qui sont derrière ces fonds et qui gagnent très bien leur vie. Ça fait partie des niches avec les structurés où on gagne le mieux sa vie en finance actuellement. Et si on aime comprendre sur ce que l'on fait et qu'on a l'opportunité d'avoir du levier via un prêt Lombard, par exemple, globalement, on peut faire la même chose en bourse tout aussi bien. Sans la problématique de liquidité qui est associée au private equity. Oui, désolé. Tout à fait. Oui, il y a ça aussi. Je compléterai peut-être en 5 minutes tout ce qu'a dit Rémi, parce que
En fait, moi, le private equity, des fois, j'ai l'impression que je comprends mieux, même si on a moins d'infos. En fait, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, tout le monde fait ça. Les gens s'achètent un appart en immobilier, et puis ils vont mettre 300 000, ils vont l'emprunter à la banque, et ils vont mettre un locataire dedans. Donc, tu as le levier, tu as l'emprunt, tu as une grosse somme en jeu, et la personne qui fait ça ne va jamais demander ou ne va jamais passer le bien qu'elle va acheter en comptabilité pour... elle va faire des calculs. Elle va se poser la question du loyer, des coûts, de tout ce que tu veux. Donc, alors, on ne peut pas comparer ce que je viens de dire au private equity à 100%, parce que dans le private equity, tu as un risque de faillite beaucoup plus important que dans un appart immobilier qui ne va pas s'autodétruire du jour au lendemain. Mais la logique est là. Le leverage buyout, c'est de l'emprunt. Et puis, qui paye ton crédit immobilier? C'est le locataire. Donc, c'est un peu le même principe. Et puis quand tu montes une boîte, tu n'as pas de compta, quoi. Tu as une idée et tu investis sur une idée, et etc. etc. Donc, moi, je suis pas trop choqué par le principe. Mais c'est vrai qu'après, quand c'est agrégé et que c'est vendu dans un packaging financier où tu as juste la plaquette commerciale avec le papier glacé et le nom qui va bien en marketing, equity growth et tout, et que tu sais vraiment pas ce qu'il y a dedans, là, à titre perso, j'aurais du mal à y aller. Mais le faire dans la vraie vie avec des partenaires, avec des mecs qui viennent t'expliquer ce qu'ils font, de la boulangerie à la petite SCI entre potes, à gauche à droite, ou ce genre de choses, bon, ça reste la vraie vie, et c'est quand même là que la plupart des gens vont faire vraiment de l'argent. Parce que le problème de la bourse, c'est que faut constituer un capital. Quand on prend pas trop de risques, on finit sur des rendements qui sont quoi que ce soit entre 4 et 10%. Et ça, c'est pour ceux qui font du rendement. Il y a aussi beaucoup de gens qui perdent de l'argent. Donc, non, moi, je pense que quand tu croises des... Alors, pardon, je fais une digression, mais je pense qu'elle est très importante. On entend souvent, partout, qu'il est impossible de battre le marché. Et en fait, c'est pas vrai, parce que déjà, des gens qui battent le marché avec le marché, moi, j'en connais. Mais c'est souvent ça l'histoire, c'est que tu ne peux pas battre le marché en sélectionnant des actions dans le marché avec les règles imposées aux investisseurs professionnels. Ce qui est Ça venait d'une étude. fondamentalement faux. Mais quand tu te balades dans la vraie vie, des mecs qui sont partis de zéro, ou qui ont mis 10 000 € de côté avec leur premier boulot, et qui après se sont mis à entreprendre, et tu les rencontres à 30 ans, 35 ans, 40 ans, et ils ont fait énormément d'argent, bien au-delà de ce qu'ils auraient eu s'ils avaient mis leurs 10 000 € sur le fameux SP500 que personne n'est censé pouvoir battre. Mais moi, des mecs comme ça à 40 ans, j'en connais des dizaines et des dizaines. Donc voilà, le private equity, ça reste un peu, entre guillemets, la vraie vie. Et c'est comme ça que beaucoup de monde réussit dans la vraie vie. Et voilà, c'est mon avis. Mais c'est aussi là qu'il y a potentiellement le plus de pièges, et sur lequel il faut être le plus vigilant. Je vous en prie, je voulais faire cette digression par rapport à ce que Rémi avait présenté. Hugo, tu voulais passer à la suite, je t'en prie. Non, mais écoute, je pense qu'on a bien dégrossi. Peut-être, Rémi, toi, tu nous as parlé un peu de Kinetic Development Group comme un investissement du coup qui a plutôt bien marché. Est-ce que tu aurais peut-être une autre idée d'investissement que tu as eu qui a bien marché à nous partager? Oh, dans le même genre, on va rester dans le controversé parce que c'est sympa. Oh, tu Pour sais, parler ici, il n'y a pas de limite. et la plupart des boîtes d'ailleurs de ce secteur ont bien marché. Je vais vous parler d'un secteur qui nourrit plus d'1 million de personnes en Indonésie. Concrétique, alors que finalement l'alternative nous a amené à déforester à 95% l'Europe dans les siècles passés. Un secteur qui nous permet de nourrir l'Inde et l'Afrique, de par leur coutume alimentaire, qui est également aujourd'hui utilisé en biocarburant pour faire plaisir à nos écolos. Je parle du secteur de l'huile de palme. Et le secteur de l'huile de palme... Et le secteur de Le l'huile de palme fait charbon, partie les des clopes, secteurs l'huile de palme. dans lesquels on a eu d'excellentes plus-values. Je pense par exemple à Anglo Western Plantation, MP Van Group, qui sont des boîtes cotées à Londres pour beaucoup, par l'histoire de l'Indonésie avec eh bien, la couronne britannique, et qui
et qui produisent de l'huile de palme, qui est aujourd'hui une commodity à part entière, extrêmement utilisée autant dans l'industrie en tant que lubrifiant que dans l'industrie agroalimentaire pour juste nourrir des gens, pour rappel. Aujourd'hui, il y a eu un ensemble de normes qui ont été mis en place pour arrêter la déforestation en Indonésie, via le label notamment Green Palm. Il faut savoir que du coup, l'Indonésie conserve aujourd'hui plus de 65% de ses forêts primaires, quand on a déforesté à 95% l'Europe pour planter du tournesol, qui est 12 fois moins rentable au mètre carré qu'un palmier. Donc, il vaut mieux faire de l'huile de palme que du tournesol. C'est juste plus humain, du coup. Et, et des boîtes comme Anglo-Western Plantation, en plus de ça, aujourd'hui, résonnent d'une manière assez intelligente, parce que ils produisent ce qu'ils ont à produire, et ils vont utiliser notamment les déchets des coques de palme qui sont broyées pour en extraire l'huile dans des centrales à biogénération d'électricité. Et ils sont aujourd'hui excédentaires. Ils utilisent l'électricité pour alimenter bien sûr leur moulin, mais ils sont en plus de ça aujourd'hui excédentaires en électricité. Donc ils fournissent également l'Indonésie en électricité. Et bon, si vous êtes de ceux qui appréciaient Bali, c'est mon cas, il y a quand même beaucoup de coupures de courant en Indonésie, et c'est quand même chouette de se dire que finalement, aujourd'hui, une des industries qui représente 13%, je crois, de mémoire du PIB de l'Indonésie, permet également d'aider ses habitants dans un besoin qui est essentiel, qui est celui de l'électricité, quand même, pour un ensemble de services. Donc voilà, typiquement un secteur sur lequel on est aussi allé chercher de l'alpha quand tout le monde s'intéressait à l'IA. Bah écoute, Et très pitch-nous intéressant, une de tes effectivement. boîtes sur le charbon. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? J'aimerais bien entendre la thèse charbon au-delà de la demande énergétique mondiale, hein, où tu as rappelé la stat de ce que représente le charbon dans la production d'énergie mondiale. Mais les boîtes en question, tu les as trouvées où, et comment tu as filtré le secteur? Pour le coup, valueinvestingtrainer.com pour trouver Kinetic Development Group, et la boîte, c'était assez, les fondamentaux étaient juste excellents. Elle était possédée à 75% par son fondateur. Tu avais un PER de 2, elle versait 20% de dividendes depuis je sais pas combien de temps. Et nous, en fait, on y allait plus pour le dividende. La boîte a incorporé au Caïman en plus, donc pas de retenue à la source. Moi, ça tombait dans une boîte estonienne, donc pas d'impôt sur le dividende. C'était plutôt une espèce de ligne à dividende. D'accord. Mais tu as pas Janvier fait, par 2024, contre, 32% de dividendes sur Kinetic C'est ça. Development Group. Ouais. Mais par contre, tu l'as pris de manière. Alors, pardon, je recontextualise ma question. Ouais. Avec Hugo, on avait fait un podcast dédié au pétrole. Et en fait, on avait quand même comparé toutes les majors avec une mise en perspective. Donc, dans un achat comme ça, la boîte en elle-même te suffit. Tu la mets pas en perspective avec tous ses concurrents. Sur ce sujet-là, ça t'a pas senti. Alors, si, en fait, t'as des éléments à mettre en perspective. T'as des éléments à mettre en perspective dans une mine de charbon. Typiquement, si tu t'intéresses au pétrole, tu vas t'intéresser à la capacité de production en baril équivalent pétrole par jour de la pétrolière, à l'augmentation continue de sa capacité de production de baril équivalent pétrole par jour, parce que c'est intrinsèquement corrélé à sa valeur intrinsèque. Et là, en l'occurrence, Kinetic Development Group, tu dois t'intéresser à du coup, à la taille de son gisement de charbon. Il se trouve que ils ont pour 50 ans de gisement, ils viennent de faire de la croissance externe en plus pour aller s'exposer à d'autres marchés. Ils ont mis en place toute une supply chain où ils ont racheté la gare juste à côté du gisement pour pouvoir plus facilement acheminer le charbon en République populaire de Chine. Globalement, c'est une boîte qui bosse bien, quoi. Et donc, on a regardé tous ces paramètres-là. Après, des boîtes de charbon, en fait, on n'a pas trouvé d'aussi bonnes, ni plus ni moins. Là, on va pouvoir relancer les recherches, parce que, quand même, en termes de valorisation, on était surtout vraiment sur un niveau de valorisation qui était extrêmement bas. C'est-à-dire que je préférais acheter du Kinetic que des bons du Trésor de n'importe quel pays, ou même des obligations, parce que globalement, j'achetais un titre avec une valeur comptable. J'étais avec une book value inférieure à 1, et ça me versait 20% de dividendes. C'était du gramme en plus. J'étais vraiment sur un coup à la gramme qui, je pense, était fui par beaucoup de par le caractère exotique de l'incorporation de la société et de sa place boursière. Et moi, je dois t'avouer que ayant des filiales en Estonie, une holding en Lettonie et des boîtes, l'exotisme, c'est plutôt quelque chose qui me séduit qu'autre chose. Tu vois. C'est vrai que moi, je t'avoue que en tant qu'investisseur, si je vois entreprise au Caïman, je vais avoir tendance à prendre peur.
Mais comme quoi ça Et peut c'est rapporter. très Tu vois, c'est un peu européen. comme tes cimetières chinois, Mathieu. Moi, j'ai Moi, acheté un cimetière en Chine, très content. Ouais. quand Quoi, c'est coté en Fushuyan? Chine, j'ai tendance à. Non, ça c'est les pompes funèbres. Moi, j'ai Ouais. acheté Anxian Yuan China Holding. Alors, c'est comme toi, hein, la small cap. Donc, elle commence par A dans son nom, et je l'ai trouvé à la méthode Buffett, hein. Tu prends la liste des entreprises et tu commences par A. Et je suis tombé sur cette micro-cap, je me rappelle même plus l'ordre de grandeur, puis en plus c'est en dollars hongkongais, mais Alors là, tu vois, elle est à 41 millions de capitalisation. Là, j'ai les chiffres sur Bagger. oui, c'est vraiment, Donc c'est vraiment de tout petit, c'est l'immobilier. une micro-cap et elle verse 11% de dividendes à l'heure actuelle. Et elle a un PE de Ça 6. m'intéresse. Ça. Anxian Elle Yuan. a un PE de Ouais, 6,18 effectivement. c'est ça. Et elle gère 3 cimetières dans 3 villes différentes, mais le cimetière physique. Et évidemment, la Chine a connu la révolution immobilière que tu connais, Rémi, avec la fuite, comment on appelle ça là, quand les gens partent de la ruralité pour venir dans L'exode les villes, rural. L'exode rural. l'exode rural, je te remercie. Hugo, c'est mon petit côté Jean-Claude Van Damme. Moi, j'ai travaillé toute ma carrière en anglais. Et donc, il y a eu l'exode rural, évidemment, en Chine, avec cette densité d'immobilier, plus l'état d'esprit chinois où la spéculation immobilière est complètement délirante parce qu'ils s'en sont tous servis pour leur retraite et tout. Donc, évidemment, la densité des villes a explosé avec tout l'attrait du foncier pour les grands projets, et personne n'a prévu de faire des cimetières, quoi. Et c'est devenu un vrai sujet en Chine, hein. Tu as un petit monopole local de ce lopin de terre qui sert de cimetière, donc qui sert aussi pour les cérémonies d'embaumement et de mise en terre. Et le gros problème, c'est qu'en Chine, tu as cette tradition de la mise en terre, qui est la tradition historique. Et en fait, comme ça n'a pas été prévu, le gouvernement a évidemment fait la promotion d'autres méthodes je sais pas comment on dit, pour s'occuper des défunts. Ouais. Et La la mise crémation. en terre est devenue un produit de luxe. Comme si en France, aujourd'hui, tu payais ton caveau 50 000 euros, la Ce qui peut être concession le cas d'ailleurs. sur quelques années, quoi. Voilà, donc écoute, Donc j'étais tombé là-dessus, le pitch. 0,22.hk pour le ticker. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Excellent. Voilà. Alors, il y a un gros souci sur cette boîte. 0,922, c'est ça, ouais. Voilà, j'ai un gros souci sur cette boîte, c'est que je sais pas si ça vous l'a fait vous depuis 1 an. Donc moi j'ai mon courtier principal qui est Saxo, donc je pense qu'il est simplement en train de suivre la régulation. Et ce courtier Saxo, il a commencé à me mettre des drapeaux warning, tu sais, des petits triangles jaunes à point d'exclamation là sur mes lignes. Et j'avais eu ça sur de l'ETF ARK Invest qui était dans ma watchlist, hein, qui n'était pas dans mon portefeuille. Où il me disait: «Vous ne pouvez plus acheter ça parce qu'on n'a pas reçu les documents, machin, vous pouvez plus acheter ça». Donc ça a duré 1 an l'histoire, et depuis 1 an et demi, je ne peux plus racheter de cette boîte parce que mon courtier me dit que j'ai pas le droit de le faire parce qu'ils n'ont pas tous les documents. Et j'ai ouvert un compte Interactive Broker exprès pour essayer de récupérer de la capacité d'achat s'il y avait un problème avec Saxo, et j'ai le même problème. Quand je vais vers cette boîte, Interactive Broker me dit: «Vous avez sûrement entendu parler de ça par des mecs qui font de l'influence sur les réseaux sociaux, ne vous laissez pas avoir». Il y avait un message du genre, c'était une arnaque, c'était très, très bizarre. Voilà, je sais Oui, pas bah, si vous avez eu une effectivement, expérience similaire récemment? il y a un message de quelqu'un justement qui t'a envoyé un message, Mathieu, pour savoir pourquoi il ne pouvait pas acheter cette boîte sur Interactive Broker. Ah bah, Et je n'en ai effectivement, aucune l'achat idée. est bloqué. Il dit ouais, les transactions d'ouverture sur ce titre sont actuellement restreintes sur votre compte. Soyez C'est ça. vigilants quant aux arnaques ramp and dump. Oui, Ils sont, c'était les pump and dump crypto, quoi. Voilà. ouais, ils sont vigilants sur les investisseurs particuliers. Je peux jeter un œil. J'ai des comptes pro sur Interactive Broker, donc je peux voir si je peux l'acheter en Ouais, compte pro, si vous voulez. c'est une On va donner anecdote, la hein. réponse, donc peut-être que ça vous poussera. Oui, Voilà. bah d'ailleurs, Mathieu, tu pourras Mmh. peut-être l'acheter via ta société si ça marche en Oui, compte on pro. verra. J'avoue que j'ai pas fait Alors, le test. évidemment, hein, ceci n'est pas un conseil en investissement. J'ai relu le dernier rapport, et la boîte baisse le dividende cette année de genre, je sais plus si c'est 10 ou 20%, ce qui me laisse à 10% de renta à dividende. Mais peu importe, ça reste un investissement comme un autre, c'est pas magique, rien de ce qu'on vous partage n'est magique. Mais voilà, c'est l'univers des small caps, on trouve des petites choses très rigolotes. Quand tu trouves, il y a un côté dans les small caps
où à un moment donné, quand tu tombes sur une pépite, tu sais que tu as trouvé une pépite. C'est très Ouais. rigolo le sentiment parce que c'est pas cher, c'est hyper rentable et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je viens de trouver du fric par terre. Mais il faut un peu bosser, ouais, faut tourner les pages des listings les unes après les autres et essayer de trouver ce genre de choses. Ça arrive. Je t'en prie, Hugo, si tu veux qu'on passe une question ou on finit sur un sujet déjà abordé. Bah écoute, pour moi, je pense que ça me paraît pas mal. Restreint également de mon côté. Hein. Alors, restreint également de ton côté. Bon, bah, je vais peut-être me renseigner. D'accord, Si ça donc se trouve, même c'est sur une le vraie compte pro, arnaque. c'est Il faut que je vende restreint. au plus vite. D'accord, non, mais faut que je me renseigne. Mais c'est assez dommage parce Pourtant, qu'on avait fait un podcast sur l'Inde aussi et il y a des entreprises indiennes oui, l'Inde. qui ont l'air pas mal et on ne peut pas les acheter non plus. Ouais. Ouais, Par contre, l'Inde est à un niveau de valorisation de marché supérieur aux États-Unis aussi. Ouais, c'est cher. Oui, mais on avait trouvé Imperial Tobacco. C'était quoi ta ITC, boîte ITC, ITC, ouais. espèce ITC. d'épicier multi-tabac, boissons, tout ce que tu veux. Enfin, ils vendaient tout en Inde. Ils étaient valorisés un peu de 15, alors qu'ils avaient une croissance 10% des bénéfices et 15% en retour sur capitaux. Enfin, elle avait tous les critères des boîtes de qualité. Elle passait une note, quand nous on note les boîtes, comme tu peux le faire de ton côté, on était sur du 18 sur 20, je crois, peu importe si je me trompe d'un ou deux points. Pour un peu de 15, moi j'aurais bien mis un petit ticket et ce n'était pas achetable en Inde non plus. Mais par contre, très d'accord avec toi, l'Inde, on en avait parlé, c'est cher, c'est quand même le back-office IT des États-Unis, ce qui pose deux questions au regard de l'IA et évidemment de la changement de politique aux États-Unis sur la pérennité du modèle back-office IT de l'Inde pour le monde anglo-saxon. Il y a plein de questions qui se posent sur l'Inde. Et quelle connerie on avait dit à l'époque, Hugo, sur la stat de l'Inde sur la propriété par les particuliers d'or. Je ne sais plus quelle bêtise j'avais dit à l'époque, ça m'arrive. Mais en Inde, tu as quand même une quantité d'or détenue par les particuliers qui est supérieure au stock d'or des banques centrales du monde. C'est un pays très particulier quand tu regardes ces aspects-là. Mais voilà, malheureusement, à part un ETF qui sera peut-être pas très intéressant, on ne peut rien en faire. Tout à fait. Je t'en prie, Hugo, tu prends une question. Alors, Rémi, sur le concept du quart d'heure, 20 minutes qui vient, en fait, on prend les questions des auditeurs de la semaine d'avant, on y répond et tu verras que c'est des questions Très bien. auxquelles ton avis sera évidemment d'un grand concours pour qu'on arrête de dire des bêtises. Tout à fait. Et le podcast de la semaine dernière, d'ailleurs, on l'avait fait sur la lettre d'adieu, tu sais, de Warren Buffett, qui est maintenant officiellement à la retraite et qui d'ailleurs vient d'acheter Google. Bon, alors est-ce que c'est lui ou un de ses Greg Abel. associés, on n'en sait rien. Mais d'ailleurs, Mathieu, j'ai pas eu ta réaction en live de l'achat de Google par Warren Buffett. Écoute, j'ai fait une petite vidéo sur mon autre chaîne sur ce sujet-là. Moi, mon avis sur l'achat de Google par Warren Buffett, alors même que les prix étaient plus intéressants avant, hein, je veux dire, rien qu'au mois d'avril, on était dans les 140 sur Google, donc il y avait un x2 qui était faisable. Mon analyse est très simple, c'est que Buffett a commencé à alléger sa position Apple à partir du moment où l'IA s'est présentée comme une disruption de la tech il y a 2 ans. Là, je pense que Berkshire Hathaway a interprété que l'avenir n'était pas devinable, au sens de, pas de la divination, mais d'avoir un avis sur ce qu'allait être l'avenir d'une société comme Apple avec l'arrivée de l'IA. Donc, la première étape de l'achat de Google, c'est d'abord la vente d'Apple. Berkshire Hathaway a allégé sa position. Et ensuite, Berkshire Hathaway n'a pas acheté Google à des prix intéressants. Pourtant, moi, j'avais du Google à 100 balles de PRU acheté en 2023. Berkshire Hathaway n'a pas acheté Google à ce prix-là. 140 dollars au début de l'année. Berkshire Hathaway n'a pas acheté Google à ce prix-là. Donc, ça nous laisse à la sortie avec deux options. La première option, c'est que Warren Buffett s'en va et peut-être qu'il y a un verrou qui a sauté au niveau des choix d'investissement de ces managers acolytes qui désormais ont pris la liberté de prendre ça alors que peut-être Buffett aurait mis son veto avant. Ça, c'est un des deux scénarios.
Et le deuxième scénario, c'est pas celui-là, c'est plutôt le scénario Activision. Parce qu'il y a un débat aussi sur la taille de la position de Berkshire Hathaway sur Google, où ils ont pris qu'1% du portefeuille, donc tout le monde dit c'est pas Buffett qui a acheté. Sauf qu'à l'époque d'Activision, c'est Buffett qui a acheté. Et pourtant, c'était 1%. Et ce qu'on a appris 3 mois après, c'est que Microsoft rachetait Activision et qu'il faisait x2. Donc ça puait le délit d'initié, puisqu'il est poteau avec Bill Gates. Mais peu importe. Donc la deuxième solution, c'est que c'est effectivement Buffett qui a acheté. Et à ce moment-là, ça voudrait dire deux choses. Soit qu'il a un tuyau un peu à la Activision. Hein. D'ailleurs, si j'ai bien compris, Tim Cook part chez Google. Donc il y a tout un délire Ah bon? sur. Alors, Ouais, j'ai entendu qu'il cette partait rumeur. d'Apple, mais chez Google, alors ça. Voilà, mais peu importe. Je me dis qu'il y a peut-être un petit tuyau à la Activision dont on va entendre parler dans pas longtemps. Ou alors une véritable conviction qui serait née. Donc évidemment, tout ce que j'ai dit juste avant, c'est de l'opinion, hein, c'est de la conversation de comptoir, c'est pour l'exercice intellectuel. Mais si l'achat est sérieux et qu'il a été fait par Buffett ou par ses acolytes en suivant les règles de Buffett, la conclusion, en fait, ce serait qu'ils se sont forgés une conviction sur la nature du marché de l'IA. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce Berkshire Hathaway, normalement, se laisse le temps de comprendre la nature du marché dans le fait que c'est un marché qui ira dans une direction où tu auras une domination oligopolistique, duopolistique, où tu auras, où tu n'auras pas ce qu'on appelle la guerre des prix. En fait, on en revient au sujet qu'a mentionné 2 fois Rémi dans la discussion sur l'inélasticité des prix, qui fait qu'en fait, ce terme-là décrit le fait que le consommateur va être là, présent, quel que soit le prix de vente des produits, parce qu'il en a besoin, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il y a tout un tas de choses qui font que tu peux augmenter tes prix. Je compléterai Et peut-être ça, c'est un sur critère prédominant chez Warren Buffett. Je je t'en prie, compléterai peut-être un point sur Google, et je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez, mais il y a eu quand même, si tu as acheté Google à ce niveau de décote-là, c'est aussi parce qu'il y a eu une espèce de peur de perte du monopole de la recherche qu'a Google historiquement Ah oui, moi via j'ai vendu à l'intelligence artificielle. 140. Mm. Et finalement, malgré tout ce qu'on nous en a dit, le fait est que aujourd'hui, encore la majorité des recherches se passent sur Google, et même si tu as une caste d'initiés et de geeks ou d'entrepreneurs qui se mettent à utiliser ChatGPT tous les jours à la place de Google, Google n'a pas été disrupté par rapport à la masse, et l'inertie et le temps que ça va prendre avant que Google perde son monopole de la recherche est encore long, et de ce point de vue-là, Tout à fait. Google tirant la majeure partie de ses revenus de son monopole sur la recherche sur le sujet publicitaire. Il y a encore un DCF très prévisible à ce sujet qui peut fonder la pertinence de cette prise de position. Alors, je me souviens d'un truc, Rémi, c'est que j'ai vendu Google donc dans les 140, et je pense que je l'ai vendu la semaine où on s'est vu à Aix. C'est vrai? Et on a commencé la soirée à Aix et je t'ai dit j'ai vendu Google. Et tu m'as regardé comme si j'étais un gros débile. Du genre que j'avais fait la connerie de vendre Google alors que c'était pas du tout. Mais j'avais flippé sur Search, je t'avais expliqué ça. Ouais. J'avais flippé sur Search et tu m'avais dit la même chose à l'époque. Tu m'avais dit non, mais t'as déconné, c'est pas le sujet. Je m'en rappelle de cette soirée. Bon, peu importe. Mais ouais. Effectivement, moi je pense que Google, en tout cas, a encore de belles années devant elle, mais bon, on a fait moult discussions avec Mathieu sur le podcast à ce sujet-là. Toi, Rémi, t'en as un peu des large cap tech US, ou vraiment tu es pas du tout là-dedans? J'en ai, non, je suis pas du tout là-dedans. J'ai un petit peu de Berkshire parce que ça, en fait, ça me permet d'avoir des large cap tech US avec levier, sans trop de, comment dire, avec une bonne diversification. Donc j'ai un petit peu de Berkshire, et historiquement j'avais un petit peu de Markel aussi, qui est un équivalent de Berkshire un petit peu plus petit, c'est de la mid cap. Markel, je vous encourage vous devez connaître, mais globalement c'est le même modèle, hein, une boîte d'assurance qui consolide, entre autres d'une manière un petit peu plus tech. D'ailleurs, Markel ont pas mal d'Amazon et de Google, mais sinon en titre vif, non, je suis en large cap. J'avais du PMI, pas mal, j'en ai toujours, qui s'est bien porté d'ailleurs ces dernières années. Philip Morris International, qui pour le coup a connu une moins grosse décote que du British American Tobacco, de par le succès qu'a connu l'IQOS,
qui du coup, ce tabac, Oui. cette cigarette à tabac chauffé, sur laquelle Philip Morris a dépensé beaucoup de R&D et qui est un sujet sur lequel je bossais d'ailleurs à l'époque quand je travaillais sur Suisse, Oui. à Neuchâtel. Tu as vu qu'ils annoncent le split, hein? Ils ont déjà fait le split Altria, Philip Morris International. Ça remonte à je sais pas combien d'années. Tu veux dire Et qu'ils vont là, faire ils un annoncent à spin-off? nouveau sur Philip Morris. Ils Oui, ils ils veulent vont faire faire un un spin-off, spin-off, pardon. pour détacher IQOS, de la boîte? Oui, tout à fait. Donc là, Waouh! donc ils se sont séparés de la branche US parce que Ouais. le tabac est en chute libre aux US et Philip Morris International avait vraiment très très bien performé ces 5 dernières années. Et là, ils annoncent le spin-off pour séparer la boîte entre le combustible et le non combustible. C'est une news que j'ai vu passer, donc je suis pas allé du tout au fond. Mais ce qui va naître de tout ça, ça serait peut-être un Philip Morris sans le côté qui ne fonctionne pas avec le tabac combustible. Évidemment, tous les travers qu'il y a derrière. Et si ça fonctionne, alors on pourrait repartir peut-être sur 100 ans de Philip Morris qui surperforme tout le monde, parce que Philip Morris c'est quand même la meilleure boîte de tous les temps d'un point de vue business, hein. Après, les malheurs du tabac et les tragédies le nombre de morts qui a résulté des pratiques de cette industrie, ça pose quand même un énorme problème. Mais intrinsèquement, Philip Morris, c'est une 7 entreprise exceptionnelle si tu la possèdes sur ouais, 100 ans. 17,2% par an de TRI à l'échelle séculaire, hein, PMI. D'après, le livre The Long Voilà. Run of Stocks de Jeremy Siegel. Ce qui est pas mal. Ah non, mais c'est C'est juste délirant. le plus gros succès de 17% tous les par an temps, pendant 120 possible. ans. Ouais. Ouais. Non, Ouais. c'est voilà. Donc il y a un gros sujet tabac à choisir parce que justement le tabac fait partie de ces sujets à problème d'éthique, alors que le tabac est en train de vivre une transformation sur son problème majeur qui est le problème d'éthique vis-à-vis de la santé. La transformation en cours est colossale et ce qui va arriver derrière serait peut-être quelque chose de totalement acceptable d'un point de vue éthique. Et si ça a les performances historiques, moi je surveille ça de très très près. Donc j'ai déjà fait un tour de manège sur le tabac les 4 dernières années, je viens de sortir, mais c'est clairement sur le sommet de ma liste de sujets en surveillance pour compréhension de ce qui se passe et potentiellement re-rentrer, alors là avec des perspectives multiséculaires. Et puis pour les auditeurs, hein, les spin-offs, et Peter Lynch en parle très bien, sont parfois des niches d'opportunités monumentales. On peut penser à Topicus, le spin-off qui avait eu lieu de Constellation Software sur leur branche en Europe. On peut penser à celui-ci qui peut potentiellement arriver. C'est lorsqu'il y a une branche comme ça qui est détachée et qui est souvent capitalisée d'actifs sur lesquels il n'y a même pas de dette à vocation du coup de cotation. Et de faire partir. Et souvent, lorsqu'un spin-off est fait, c'est pour faire partir finalement cet ailier, ce cheval un petit peu moins lourd qui peut galoper plus vite dans l'intérêt du groupe initial. Il faut savoir en profiter en tant qu'investisseur si on juge, encore une fois, ça pertinent par rapport aux connaissances qui sont à notre disposition sur le sous-jacent. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on a répondu à la question Berkshire sur Google. Je sais pas pourquoi on en est revenu à. Effectivement, alors c'était une des questions des commentaires, tu vois, donc finalement on a déjà éliminé une question. Question de Cyrno, ouais. Exactement. Et on a également une question de Ambre qui nous dit: j'ai également trouvé AST Space Mobile assez tôt. Donc Mathieu, puisque tu as l'air de vouloir trouver des entreprises disruptives, peut-être que tu pourrais être intéressé par IONQ, une entreprise d'informatique quantique. Alors, je ne connais pas du tout. Alors, donc moi, effectivement, tu connais ASTS, Rémi ? Non. T'en as jamais entendu parler ? Alors, je fais le pitch à Rémi en 10 secondes. Donc, ASTS, c'est une start-up phase de commercialisation qui va envoyer des satellites en 2026 partout autour du monde façon Starlink, et dont la caractéristique est que l'ensemble de ce réseau satellitaire façon Starlink sera connectable en 5G en direct avec tout téléphone portable de la planète qui a la 5G. Donc c'est fin des zones blanches et fin pour les opérateurs mobiles du maintien d'antennes dans les zones montagneuses et compagnie. Donc tu gagnes sur la couverture des zones qui ne sont pas couvertes et tu gagnes aussi sur la couverture des zones qui sont couvertes mais qui
qui coûtent trop cher à maintenir. Et puis après, tu as tout le sujet de l'Internet of Things, etc., etc. Bref, oui, alors moi, j'aime pas forcément les boîtes disruptives ou quoi que ce soit. Sur ce sujet des startups cotées en bourse ou voilà, le ASTS, je l'ai vu dans des listings de gens qui investissent sur des startups disruptives en bourse. Et dans les listings que je voyais passer, il y avait 25 boîtes. Bah, je les ai toutes lues en 2 minutes chacune. Et j'ai tourné la page, je n'y suis pas allé parce que je n'ai pas la capacité de comprendre. Là, pour le coup, je comprenais. Je comprenais pourquoi, parce que Starlink existe déjà, parce que Starlink ne peut pas se connecter directement au téléphone pour de la 5G, vidéo et compagnie, et que ASTS va donc concurrencer Starlink avec un meilleur service, un monopole de brevets, et surtout un monopole sur les fréquences, et surtout avec des contrats de long terme avec tous les clients qui ont déjà signé. Les Vodafone et compagnie ont déjà signé. Donc pour moi, j'ai pas fait tant que ça un pari sur de la technologie disruptive. C'est une technologie, c'est une entreprise qui couvre pas ses frais, qui a pas de compta, qui tient la route pour investir sur la compta. Mais le pitch, le business model, là où ils en sont de la maturité de cette histoire, en faisait pour moi quelque chose de relativement certain et compagnie. Mais malheureusement, voilà, une boîte comme Ioniq ou quoi que ce soit, oui. Alors, il y en a une autre qui est très connue, c'est la QuantumScape des batteries de Volkswagen, qui est censée être révolutionnaire et tout. En fait, je suis pas capable. Voilà, c'est pas assez évident pour moi. Voilà, donc, mais je regarderai avec plaisir. Merci pour le commentaire. Mais voilà, il y a des fois où ça me semble évident, et des fois où non, même si c'est prometteur, je touche pas ça de loin, même pas à 20 mètres avec un bâton. Carrément. Et peut-être pour finir, un dernier de ENZZ, qui nous demande ce qu'on pense du Bitcoin. Et du coup, ça me fait une bonne question pour toi, Rémi. Est-ce que tu as d'autres actifs comme ça, à part la bourse, sur lesquels tu es investi? Peut-être de l'or, peut-être du Bitcoin? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je n'ai pas de Bitcoin je n'ai pas d'or. Je possède des parts de sociétés minières dans l'or. Je suis proche notamment d'un PDG d'une boîte cotée en bourse qui a coté une Ether Treasury Company. Donc c'est un sujet sur lequel je me suis intéressé. Et si je devais posséder du Bitcoin, ce serait plutôt via, je pense, une Bitcoin Treasury Company qui aurait une dynamique assez proactive, à la fois de buyback à des moments pertinents par rapport à ce qu'on appelle la MNAV, et d'émissions également d'obligations convertibles pour aller chercher plus de Bitcoin. Mais je n'en ai pas aujourd'hui. C'est pas, je n'ai pas d'autres actifs que des small cap value et des parts de sociétés entre guillemets private equity, qui sont des sociétés que j'ai développées et que je développe aujourd'hui via notamment des stratégies de joint venture. On peut penser par exemple Value Investing Trainer, c'est une société où on gagne de l'argent via la vente de licences à notre logiciel, et 100% du revenu d'exploitation est réinvesti dans un portefeuille de small cap, ce qui fait que au global, depuis là, sur les 24 derniers mois, le TRI annuel est de plus de 30%. Non pas de par la performance du portefeuille, qui doit être aux alentours, on a eu des bonnes performances, mais qui doit être aux alentours des 15 sur cette phase-là, mais de par le fait que, en fait, on investit en bourse avec levier, et le levier en question, c'est le levier de l'activité d'exploitation de la société, de la dite société, et on a d'autres boîtes. Donc globalement, je possède des boîtes entre guillemets private equity, qui sont des boîtes que j'ai cofondées ou dont je suis actionnaire en tant que advisor ou apporteur d'affaires, par exemple. Et sinon, j'investis en bourse, et je suis pas, comment dire, je suis pas je suis moins dogmatique par rapport au Bitcoin que ce que je l'ai pu l'être, de par l'utilité que ça a pu avoir dernièrement lors d'un voyage en Russie que je me suis offert. Et sachant que tu peux pas aller en Russie avec des euros, contraire jusqu'au bout. Tu peux pas aller en Russie avec des euros, tu es obligé du coup d'avoir tes cryptos si tu as envie de récupérer tes roubles ensuite. Mais et donc fondamentalement, c'est vraiment, fondamentalement, il y a une utilité par rapport à ça, et la quantité limitée et son caractère transportable en fait une forme d'or 2.0. Et si ça devient demain quelque chose considéré comme tel par des banques centrales, etc., et qu'il y a un flux d'argent dans cette masse globale qui s'alloue à ça, il peut y avoir
une belle asymétrie de résultats sur ce sous-jacent. Ceci étant dit, et puis je peux me tromper encore plus, et ça peut devenir demain la monnaie de réserve mondiale, si les États-nations tels qu'on les connaît aujourd'hui font faillite de par leur niveau d'endettement, et que des Bitcoin Treasury Company se retrouvent à être du coup les banques centrales d'hier, à la manière des banques privées du 19e, dans un état, dans une réflexion d'un monde plus libéraliste, plus libéral que ce qu'il est aujourd'hui. Ceci étant dit, ce ne sont pas mes convictions. Je peux me tromper à ce sujet, et si je me trompe, les boîtes que j'ai en portefeuille se mettront à accumuler du Bitcoin en trésorerie, et j'y serai du coup exposé, quelle que soit finalement la monnaie dans laquelle on sera. Et c'est un petit peu ma conclusion, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe sur un plan monétaire, l'actif monétaire qui par définition ne produit pas de valeur ajoutée, et il en va de même pour l'or, n'est pas un bon sous-jacent. Je préfère posséder un pommier qui produit des pommes annuellement. Et à la fin de la journée, je finirai par avoir et par être exposé au sous-jacent qui sera le gagnant de cette guerre. Mais je trouve qu'il faut, vis-à-vis de cette guerre potentielle, parce que pour l'instant elle n'a pas encore eu lieu, il faut se rappeler des enjeux, qui est notamment la perte de souveraineté des États-nations. Et aucune révolution n'est jamais bypassé la case du bain de sang. Il n'y a pas encore eu un bain de sang entre les États-nations et finalement ce monde financier là, de cette finance décentralisée, qui peut révolutionner beaucoup de choses. Quand on pense à une des plus grosses entreprises du monde dont on parle peu aujourd'hui, c'est quand même Tether, qui est du coup cette entreprise qui porte l'USDT, qui est le plus gros stablecoin. Qui est plus rentable que BlackRock d'ailleurs. La plus rentable, une des plus rentables du monde. Et c'est une DAO, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui n'est pas structurée comme une entreprise à part entière. Et donc, est-ce que demain, on peut réfléchir à un monde où la structure juridique de la société par action telle qu'elle existe depuis 300 ans est disruptée par l'État réseau face à l'État-nation, et que des boîtes se mettent à se constituer là-dessus, pourquoi pas, mais on n'y est quand même pas encore. Et si on va dans ce chemin-là, je m'y exposerai par le biais d'une boîte qui crée de la valeur ajoutée finalement par ce biais-là, et qui encaisse la dite monnaie qui sera propre à cet environnement-là. Mais ça reste quand même très nébuleux. Et vis-à-vis de ce qui est nébuleux, je regarde ça avec des pop-corn comme d'habitude, et je pense qu'on y sera tôt ou tard exposé si ça devient une réalité. Et vous qu'en pensez? Écoute, moi je te rejoins à moitié sur ce raisonnement, dans le sens où moi j'ai quand même pas mal de diversification dans le Bitcoin justement. Alors après, je pense qu'il faut toujours bien différencier Bitcoin et crypto-monnaie, hein, parce que c'est deux choses complètement différentes. Et moi je suis convaincu que si jamais il doit y en avoir une qui a de l'avenir, c'est Bitcoin, et ce sera pas. Là, tu joues à Highlander, toi. Mais pour le coup, moi je vois vraiment Bitcoin comme, tu l'as dit, de l'or 2.0, et surtout un hedge anti-inflation et anti-dévaluation monétaire qui va forcément tôt ou tard arriver et s'accélérer au fur et à mesure que nos États de plus en plus endettés vont devoir faire défaut sur leurs dettes en créant de la nouvelle monnaie. Mais par contre, je te rejoins sur le fait que j'ai pas spécialement envie de m'exposer à des Bitcoin Treasury Companies, tu vois. Et c'est une question qui revient souvent, parce que je pars du principe aussi que si le Bitcoin devait prendre de plus en plus de place dans le monde financier, les entreprises que j'ai en portefeuille finiraient par en accumuler aussi, comme j'accumule aujourd'hui des bons du trésor, et au final, tu t'y retrouves exposé quoi qu'il arrive. Moi, je complète juste la remarque principale là, du point de discussion, c'est la différence entre actif productif et non productif. Si tu as une boîte à chaussures avec 100 pièces d'or, si tu as un ledger avec un bitcoin, et si tu as une forêt qui produit du bois, il y a forcément un point dans le futur où la forêt produit plus de valeur que les deux autres solutions. Parce que si tu dois acheter ton bois avec la caisse où il y a des pièces d'or, tous les ans, t'en enlèves une et tu vas te payer ta stère de bois, ou tes 4 stères de bois pour te chauffer. Et au bout de 100 ans, ta boîte à chaussures, elle est vide. Peu importe ce qui s'est passé avec le cours de l'or, il y a forcément un moment dans le futur, si tu tapes dans un stock de pièces d'or, peut-être qu'il y a des fois où tu pourras t'acheter 10 stères, peut-être il y a des fois où tu pourras t'en acheter qu'une, peu importe, mais à un moment donné, ta boîte se vide.
Et le Bitcoin, c'est pareil. Tu mets 1000 balles dans le Bitcoin, tu fais x100, tu te retrouves avec 100 000 euros de Bitcoin. Tu as fait x100, tant mieux pour toi. Mais sur 100 ans, je vous souhaite à tous de vivre 140 ans, mais sur 100 ans, il y a forcément un moment où si tu tapes dans ce stock de Bitcoin qui a pris de la valeur, t'en as de moins en moins en physique, parce que tu les dépenses. Alors que l'actif productif, eh bien, tu vas au contraire abandonner tes 100 000 euros maintenant. Tu vas t'acheter cet actif productif qui va te produire 1000 euros par an. Il faut peut-être attendre 100 ans pour qu'il te rembourse la mise de départ. Mais au bout de 100 ans, tu as atteint ton point mort. Et après, ça part sur une éternité de production de bois en annuel qui est que du positif. C'est quand même ça la grande différence entre les deux classes de sujets dont on vient de discuter. Sur le long terme, rien ne bat le productif. Mais je pense que c'est un sujet de podcast à part entière. Oui. si vous voulez, alors je vous propose la dernière minute sur un dernier commentaire de Fred 9658, parce que ça va aller vite, on en a déjà parlé, mais on revient dessus. Qui avait pointé sur le dernier podcast, j'avais fait la remarque qu'entre 97 et 2017, si tu étais en bourse, tu gagnais pas 1 euro. Et bon, évidemment, je l'avais fait de manière un peu rapide. Et j'ai vérifié depuis, j'ai un petit peu trop élargi parce que j'ai mis la fenêtre sur 20 ans et c'est pas de 97 à 2017, c'est plutôt de 97 à environ 2013-14, où c'est les fameuses décennies perdues. Rémi l'a mentionné. Donc si on en est là, effectivement, de ces décennies perdues de bourse parce que la bourse est trop valorisée, en fait, ce qui se passe dans des circonstances comme ça, c'est que vous gagnez 0 en revalorisation de la valeur boursière hors dividende, que potentiellement vous gagnez un petit peu en réinvestissant le dividende, mais qu'une fois que vous avez pris en compte au bout de 20 ans les impôts que vous avez payés sur le dividende, qui sont réinvestis, vous prenez cette très faible valorisation de cet ensemble, et puis si vous voulez l'encaisser, vous êtes aussi obligé de le vendre, donc vous repayez des impôts sur la plus-value, et que vous injectez par-dessus ça l'inflation, en fait j'ai fait le calcul de mon côté sur Excel, et si tu as 100 balles en 97 et que tu les mets en bourse, tu aurais pu t'acheter, je sais plus combien de Big Mac, mais on va dire 20 Big Mac, et tu sors 20 ans plus tard, et tu peux t'en acheter 25. Voilà, donc tu n'as quasiment rien gagné en physique en termes de pouvoir d'achat dans le monde. Et en fait, sur 15 ans, sur du S&P 500 classique et non du S&P 500 équipondéré. Soulignons-le. D'où l'importance. Voilà. Et donc, Rémi reprend la parole. Décennie perdue, bien d'être équilibré sectoriellement et idéalement géographiquement aussi. Alors, je t'en prie, je voulais répondre à cette question et que tu reviennes sur cette histoire d'equal weight. Pour toi, c'est la solution bulletproof à la décennie perdue ou t'as mieux? T'as du Berkshire Hathaway. La décennie perdue, si on réfléchit à la décennie 2000-2010, t'es sur moins 12% sur le S&P 500, t'es sur plus 120% sur du Berkshire. Mais en tout cas, d'une manière faisant fi de Berkshire, Merkel ou équivalent, du equal weight, c'est la solution parce que la problématique globalement de la pondération par capitalisation, c'est que lorsque tu te retrouves avec un retournement de secteur, ce qui fut le cas sur cette décennie-là, c'est-à-dire que tu avais comme on a aujourd'hui, c'est-à-dire une hyperpondération de l'indice sur notamment de la tech, et que tu as un retournement de secteur où globalement ce qui va venir capter le plus de capitalisation dans l'indice, c'est la finance et l'énergie. Bien, cette finance et l'énergie représentant historiquement représentant actuellement peut-être 15% de l'indice, finalement la transition est très douloureuse pour l'investisseur. Alors que si tu avais raisonné de manière plus raisonnable en pondération équivalente, juste de titre, ce shift-là, tu es beaucoup plus favorable. Après, tu as un petit peu moins d'asymétrie de résultats dans une période comme les 5 à 10 dernières années qui viennent de suivre. Mais sur du long terme, tu vois, si je dois créer un trust ou une fondation un jour, et que j'ai pas assez écrit de livres pour m'assurer que mes générations futures gèrent bien mon portefeuille, honnêtement, je leur dirais un S&P, un équivalent peut-être plutôt MSCI World et pondéré, quoi.
Et est-ce que tu connais le moment de rééquilibrage de cette équipondération? C'est une fois par an? Ça se passe comment l'équilibrage? C'est constant? Il me semble que c'est continu, hein, bah, pour le coup, en fait, D'accord. ton équilibrage, en gros, c'est la liste de tes 500 en capitalisation, par rapport Mmh. par rapport à leur taille de capitalisation. Donc, dès que tu as une capitalisation qui sort, ça rentre, ça sort. Après, sur le S&P précisément, je sais pas quel est et d'ailleurs, il y a aucune assurance qu'un ETF suive parfaitement l'indice. Je sais pas quels sont justement les efforts qui sont faits dans ce sens. C'est pas quelque chose que j'approfondis n'étant pas non plus un investisseur sur l'indiciel. On pourrait demander à Mathieu. Louvet. Ouais, Oui, mais tout à fait. Mathieu Mmh. Louvet. Alors moi, je reçois tous les scams de Mathieu Louvet. Je reçois dans ma boîte mail: «Cher Mathieu Louvet, voulez-vous être» tu sais, avec les mecs de Jakarta, qui t'envoient des trucs en anglais, pour faire de la pub. Donc oui, Mathieu Louvet, peut-être, il viendra nous voir un jour. Rémi, un grand merci Merci de beaucoup, nous avoir Rémi. rejoints pour cette heure et demie. Merci à J'espère que tu as vous, passé un bon moment et c'était un que, vrai cas plaisir. échéant, tu reviendras. Et peut-être pour terminer, tu peux peut-être renvoyer nos auditeurs, vers, les liens utiles où ils peuvent te suivre, peut-être ta chaîne, peut-être tes livres si tu veux, refaire une petite aparté dessus. Bah, globalement, on a une chaîne YouTube j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons long terme, et les livres, donc Enseigner l'argent à vos enfants qui était mon premier, mais surtout sur Performer en bourse avec les small caps, si vous nous avez suivis jusqu'à maintenant, qui est un livre qui peut vous plaire. Après, pour le reste, vous ferez vos recherches par vous-même. Et je manquerai pas surtout de mettre en avant aussi, du coup, ce podcast qu'on a fait ensemble sur la base mail, notamment Value Investing Screener, où il y aura un bon nombre d'auditeurs qui, je pense, apprécieront d'une part l'épisode et qui pourront être intéressés tout à fait par votre solution, qu'il me tarde de tester également. Tout à Et fait. ça sera le cas. Bah, merci beaucoup On arrive Rémi au et bout. puis à bientôt du coup. À Salut. bientôt. Salut Salut. tout le monde, salut Rémi. Merci.